Alors, je vous présente notre conférencière de ce soir, Elsa Guillet, donc, qui est psychologue clinicienne, coach certifiée, et c'est important, maman de 2 enfants également. Oui. Merci d'accueillir Elsa, s'il vous plaît. Alors, il porte le même acronyme, BOP. B-O-P. Le plus connu, c'est le burn-out professionnel. Selon l'Institut de veille sanitaire, ce sont 480 000 personnes en France qui seraient en détresse psychologique au travail. Et le burn-out, épuisement professionnel, en concernerait 7%. Pour ceux qui le calculent le plus rapidement que moi, c'est 30 000. L'autre BOP, celui dont on va parler ce soir, c'est le burn-out parental, dit syndrome d'épuisement des parents, et nous verrons que de nombreux foyers sont touchés. Et donc pour parler de ce burn-out parental, on l'appellera de son petit nom du BOP de temps en temps. Voilà, donc, mais vous avez compris quel est l'acronyme. On va déjà peut-être commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques mots sur les éléments que vous allez nous présenter ce soir, et surtout sur quoi vous vous appuyez pour étayer le propos. Alors, c'est important de vous dire que tout ce qui va vous être présenté ce soir, ça ne sort pas d'un chapeau. Il faut savoir qu'il y a des données récentes scientifiques sur le sujet du burn-out parental. Et donc, c'est grâce à ma collaboration avec le service scientifique qui a un labo international de recherche sur ce sujet, à Louvain-la-Neuve en Belgique. Mais vous aurez certainement rapidement détecté mon accent de toute manière. Voilà, et donc c'est vraiment des données qui sont issues de ce champ scientifique, mais aussi évidemment de ma partie clinique, puisque je reçois quotidiennement, quand je ne donne pas des conférences ou des formations, je reçois des parents qui sont stressés dans leur rôle de parent et qui peuvent aller jusqu'à avoir un épuisement dans ce rôle de parent. Voilà, donc à la fois du domaine scientifique et évidemment du domaine du quotidien et du concret avec vous. Moi, j'ai une première question. Est-ce que finalement, être parent aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est plus difficile peut-être, allez, jusqu'au siècle dernier même? Alors, avant même de parler de la comparaison avec comment on pouvait être parent il y a 1 ou 2 générations d'ici, j'ai déjà envie de répondre à la question, est-ce que être parent, c'est difficile, déjà à l'heure actuelle? Pour vous répondre, j'ai fait un petit exercice. Je me suis replongée dans les cartes de naissance. Je vais poser le micro simplement pour vous les montrer. Les cartes de naissance de mes enfants. Je vous le donne en 1000. Vu la couleur des cartes, vous avez deviné, j'ai 2 filles. Très genrées, très roses. Quand on regarde les cartes de naissance, dans nos cultures en fait, quand quelqu'un annonce une grossesse ou quand on va rendre visite à la maternité, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? Et c'est tout à fait logique et normal, on va souhaiter félicitations, on parle de joie, bonheur intense avec cet enfant, bienvenue à lui dans la famille, soyez heureux tous ensemble, etc. C'est des mots qu'on va mettre dans les cartes. Et effectivement, c'est ce que j'ai retrouvé dans les cartes de naissance. C'est clair que si vous allez en papeterie, vous n'allez pas trouver des petites cartes pour souhaiter l'arrivée d'un bébé avec un Pierrot qui pleure et qui dit bon courage dans cette épreuve ou quoi que ce soit, évidemment. Ça serait pas très bon ton. Et quand j'ai fait l'exercice d'aller regarder dans les cartes de naissance des filles, je me suis rendu compte que parmi tous les messages, il y avait quand même un petit message quelque part qui souhaitait bon courage pour les nuits difficiles. Et on sentait vraiment, il y avait un petit smiley avec un petit bonhomme plus déçu, comme ça, plus triste. Je suis allée demander à mon conjoint qui était cette personne qui faisait partie de son groupe de collègues. Il m'a dit « Ah, mais lui, il vient d'être papa il y a 3 mois. » Et donc, la tonalité de son message de félicitations était un petit peu différente. Et du coup, on a déjà tous cette responsabilité-là dans ce qu'on transmet par rapport à la parentalité. Parce qu'on a tendance tous à dire que la parentalité, c'est merveilleux. Je ne suis pas là pour déconstruire ce côté merveilleux aujourd'hui, puisque j'ai moi-même des enfants aussi, et je sais combien ça peut apporter des choses magiques, des moments qui n'ont pas de prix. Mais par contre, je pense qu'on a tous aussi cette petite responsabilité de dire que c'est pas tous les jours facile. Et ça, c'est important de le dire, c'est important de le conscientiser. Et donc, si on va à la maternité et qu'on met sur une petite carte comme ça de naissance, faites le test, vous penserez à moi dans quelques temps. Écrivez un petit mot peut-être plus nuancé que bon courage, juste simplement, parce que les gens vont vous regarder bizarrement. Mais quand je l'ai fait, j'ai expliqué que dans les moments qui seraient peut-être un petit peu moins faciles, mon amie pouvait me téléphoner, me demander de l'aide pour garder le bébé la nuit, le jour, quand elle avait besoin, ou même juste pour pleurer sur une épaule si elle en avait besoin à cause des hormones ou à cause de la fatigue. Et elle m'a répondu simplement « Toi et tes trucs de psy ».
Alors, je profite de ce que vous dites là, puisque vous parlez un peu de ce qu'on peut appeler des fois le séisme de la parentalité. Hier soir, on a eu la chance de pouvoir présenter en avant-première les 5 premières minutes d'un documentaire que je vous conseille de regarder, qui sera diffusé le 23 novembre sur la chaîne Teva, qui est fait par une journaliste réalisatrice qui s'appelle Rebecca Fitoussi et qui a tourné à la PMI de Sartrouville et qui a suivi 4 mamans dans leur passage de femme à mère. Et donc, on en parlait hier et elle disait effectivement ce qu'elle voulait, Rebecca Fitoussi, à travers ce documentaire, c'était de présenter ce qu'était cette paternité, que quelque chose qu'on peut présenter parfois comme merveilleux, eh bien, on peut aussi accepter que ce ne soit pas toujours aussi évident. Je rebondis aussi pour lancer la question suivante. Hier, nous avions le plaisir d'avoir avec nous Jean Epstein, qui est psychosociologue et qui parlait d'une famille en mutation. Et ça aussi, c'est évidemment un sujet important quand on regarde la famille du XXIe siècle, c'est qu'il y a un certain nombre de bouleversements majeurs que vous allez nous présenter maintenant. Tout à fait. Donc, effectivement, on n'est pas parents aujourd'hui comme on était parents il y a 2 générations d'ici. Nos grands-parents ne fonctionnaient pas de la même façon dans leur parentalité. Donc, on estime qu'il y a 5 bouleversements majeurs qui sont arrivés. Quand je demande, et je ne ferai pas l'exercice ici, quand je demande aux participants, d'après vous, quels sont les bouleversements, parfois on me cite des choses qui concernent finalement les avancées technologiques comme l'invention du lave-vaisselle, du lave-linge, etc., etc. Alors, certes, ça facilite certaines tâches du quotidien, mais en termes de parentalité, les bouleversements majeurs, ils ne se situent pas à ce niveau. Quels sont-ils ? Alors, la première chose, c'est le rôle de statut des hommes et des femmes. Avant, on avait tendance à considérer que chacun devait être expert de son domaine. Donc, caricaturalement, c'était l'homme qui ramenait les revenus dans le foyer et la femme qui s'occupait de la parentalité. Or, maintenant, on va demander non seulement aux femmes d'être des super mamans, mais en plus, on va leur demander d'être des personnes dans la vie active et, si possible, épanouies au travail. Mais il n'y a pas que la pression sur les mamans qui augmente, il y a aussi sur les papas, puisqu'on va attendre aussi des papas qu'ils s'investissent dans la parentalité. Donc là aussi, le statut des hommes a changé. On n'attend plus seulement qu'ils aillent au travail et ramènent les sous à la maison, on attend aussi qu'ils soient des chouettes papas. Donc il y a déjà ce premier bouleversement-là. La deuxième chose, c'est le statut de l'enfant. Donc, depuis la Convention internationale des droits de l'enfant, je suppose comme moi, avant de faire cette conférence, que vous ne l'avez pas lu, il y a quand même 54 articles qui ont tous comme objet l'intérêt supérieur de l'enfant. Et donc, qui dit droit des enfants, dit devoir des parents. Et si un jour vous avez l'occasion de la lire, juste pour l'anecdote, c'est super intéressant d'aller voir tout ce qu'on nous demande en fait dans la Convention. Ça va assez loin en fait dans les articles, ça met quand on la lit une certaine petite pression. Mais bon, heureusement, on la lit pas et on ne la prend pas au pied de la lettre parce que souvent on a connaissance de cette convention qui est effectivement très utile par rapport aux droits de l'enfant, mais qui peut aussi venir mettre une certaine pression sur les épaules des parents parce que l'État a son droit de regard sur notre parentalité et si on n'est pas des parents suffisamment bons, on peut, jusqu'à l'extrême, nous retirer la garde de nos enfants. Alors justement, nous avions hier Éric Delemare, qui est le défenseur des droits des enfants, qui était sur une des conférences, qui a parlé de cette convention, et il a dit, lui, il faut préciser et bien lire les articles 3 et article 12 qui concernent l'écoute de l'enfant. Vous voyez, sur les 52, on en a déjà 2 à lire et qui sont suffisants, le 3 et le 12. Et il y en a quelques autres. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est qu'on a vu dans le courant des dernières décennies tout le développement aussi des méthodes médicales pour la procréation médicalement assistée ou pour la contraception. Ça veut dire quoi, ces avancées? Donc, ils sont effectivement très, très positives, mais quelque part, ça sous-entend un certain message que si on ne souhaite pas avoir d'enfants, on a le choix de bloquer finalement le fait d'avoir des enfants grâce à la contraception. Et, sous-entendu, ça veut dire qu'on peut choisir le moment où on veut un enfant et où on a cet enfant. Sauf que vous savez certainement comme moi qu'entre le moment où on souhaite l'enfant, où la contraception s'arrête, et le moment où on a l'enfant, on n'est peut-être pas prêt pour autant. Être prêt à avoir un enfant, avoir choisi d'avoir un enfant, c'est une chose, mais être prêt à l'avoir, ça prend parfois un petit peu du temps et c'est normal. Il faut savoir que chez certaines mamans, le fameux mythe de « tu verras, ce sera le plus beau jour de ta vie, l'accouchement, et comment tu
tu ne penseras plus qu'à ce moment, et voilà, vraiment tout ce côté plat de paillettes, etc. Tu vas aimer directement cet enfant. Pour certaines mamans, ça n'est pas le cas, pas immédiatement. Et c'est pas grave, en fait, ça fait aussi partie d'une norme, ça arrive. Et c'est très, très difficile à vivre pour les mamans qui n'ont pas cette espèce de coup de foudre pour leur bébé, parfois lié à la fatigue, lié aux hormones, etc. Et puis parfois, c'est apprendre le temps de se connaître aussi pour tomber amoureux de son enfant. Ça arrive aussi. Et puis, pour ce qui concerne la procréation médicalement assistée, ce sont des parents qui passent par des étapes tellement difficiles au niveau physique, émotionnel, médical, que quand ils ont enfin cet enfant tant attendu, c'est parfois compliqué pour eux de venir dire « mais en fait, j'en peux plus, quoi ». Parce qu'ils l'ont tellement voulu qu'une fois qu'il est là, ça peut être difficile de parler de ses difficultés. Et pourtant, ce sont des parents comme les autres, et ils ont aussi le droit d'avoir des difficultés dans leur rôle de parent à certains moments. Ça, c'était le troisième changement. Le quatrième, c'est toutes les connaissances qu'on a depuis le XXe siècle au sujet de la parentalité harmonieuse. Donc, je ne prêche pas pour ma paroisse, mais tous les psys qui ont sorti des livres sur la parentalité positive, etc. C'est comme si maintenant, on nous disait un peu comment être un bon parent, voire même un super parent. Le problème de ça, donc je ne suis pas contre toutes ces méthodes-là et tous ces ouvrages, bien évidemment, il y a plein de chouettes choses, mais si on prend avec intensité les messages en voulant super bien faire, en voulant être des super parents, à un moment donné, ça met une certaine pression sur les épaules. Donc c'est pouvoir prendre distance, se détacher, prendre un peu de recul sur tout ce qu'on entend, tout ce qu'on lit. Et parfois, les professionnels de la petite enfance, ceux qui sont les mieux formés, ou les parents les plus curieux à ce sujet-là, qui vont aller chercher les informations et tout ça, c'est parfois eux, finalement, les plus stressés. Alors on avait, je me permets une petite parenthèse, hier une conférence autour évidemment aussi de ce sujet-là, et Jean Epstein nous a cité une phrase de Françoise Dolto qui a dit « de toute façon vous êtes forcément les super parents de vos enfants parce que de toute façon ils n'ont que vous comme parents ». Voilà. Cinquième sujet, cinquième bouleversement majeur. Après je vous laisse tranquille avec ces changements sociétaux. Mais c'est important d'en prendre conscience parce qu'en fait, on est imprégné par ça et ça va jouer sur notre façon d'être parent. Et le dernier, donc, ce sont la montée des valeurs individualistes. On est déjà dans une société avec une culture plus individualiste, mais ici, quand on va aller dans une librairie, vous allez avoir plein d'ouvrages sur le coaching, le développement personnel, et donc quelque part où on vous demande, on vous apprend à être heureux. Et c'est comme si quelque part on nous demandait d'un côté d'être heureux et de l'autre de réussir nos enfants. Et à un moment donné, on peut avoir cette pression comme ça externe là, qui arrive des deux côtés où on se sent un petit peu étriqué au milieu de ces pressions et où on n'arrive pas à tout faire, simplement. D'accord, ça veut donc dire que quand on additionne ces 5 bouleversements majeurs, ça fait forcément des pressions aujourd'hui sur les parents ? C'est ça, ce sont des nouvelles pressions de la société sur les parents. Alors, on a des pressions à la fois externes et des pressions internes, c'est ça ? C'est ça. Si seulement il n'y avait que les pressions externes, ce serait déjà une chose. Mais en plus, comme des grands, on se met la pression parfois à nous tout seuls. Et ça va dépendre en fait de plein de choses. Ça va dépendre de la manière dont on a été éduqué soi-même. Dans les groupes d'accompagnement à la parentalité, on a des parents qui arrivent en disant « mais moi j'ai connu un modèle familial qui m'a tellement détruit, en fait, j'en ai souffert, que du coup j'ai tellement envie de m'éloigner de ça et de ne pas reproduire ça avec mon enfant que je me mets la pression pour surtout ne pas faire la même chose que ce que j'ai connu ». Et on a aussi l'inverse, des parents qui sont tellement fiers de l'éducation qu'ils ont reçue eux-mêmes qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de la reproduire pour leurs enfants, sauf qu'ils ne tiennent pas forcément compte que le contexte a changé, qu'eux, ils ont un temps plein, que leur maman, elle avait peut-être un temps partiel, qu'il y avait peut-être plus de support autour de la famille, les grands-parents qui étaient plus présents, parce que là, les grands-parents sont parfois encore dans la vie active, enfin, tout plein de choses comme ça. Et donc, ils se mettent la pression. Et puis, il y a notre personnalité de parents aussi, on est tous différents. Si vous avez une personnalité plus anxieuse, voyez un peu à penser à tous les scénarios catastrophes qui pourraient arriver. Oh là là, il va tomber. Non mais si je le laisse aller tout seul, là, il pourrait se faire enlever. Pensez à tout ce qui pourrait arriver. Bien sûr, c'est prévoyant et ça va amortir un certain nombre de choses et de risques pour votre enfant. Mais en fait, forcément, ça va induire du stress pour vous. Vous allez être plus nerveux. De même, si vous êtes plus perfectionniste, vous avez envie de super bien faire, et donc ça va jouer sur le stress que vous allez avoir en tant que parent. Donc on se met la pression aussi tout seul.
Voilà, donc dépression externe et dépression interne. Quand on a préparé cette séquence, vous m'avez dit, je vous cite, être parent, c'est un travail exigeant dont on ne peut jamais démissionner. Quand j'entends travail, quand j'entends démission, on retrouve forcément des vocabulaires du monde du travail. Est-ce que ça veut dire que le burn-out parental, il a des similitudes avec le burn-out professionnel que l'on connaît beaucoup plus? Oui. Alors, avant de répondre à la question, il y a quelque chose que j'avais envie de vous partager et de vous montrer. Même si on le fait ici sous format d'interview, c'est un visuel qui me tenait à cœur. Donc je vais vous laisser le découvrir et vous expliquer, avant que la régie ne lance la vidéo, vous expliquer le contexte. Donc, c'est une publicité à la base. Donc vous l'avez peut-être même déjà vu passer sur les réseaux sociaux. Cette publicité, pour vous expliquer, ce sont des faux employeurs qui ont créé une fausse annonce d'emploi où en fait ils cherchent à recruter des mamans. Mais ils n'ont pas cité le mot maman. Ils ont cité toutes les compétences qui étaient requises pour être maman, donc pour être bien à ce poste-là. Je vous laisse découvrir la suite. Moi, ça fait plein de fois que je la vois et je la trouve toujours aussi touchante. Il parle en anglais, mais vous allez voir, c'est sous-titré. Just give me 1 second. Thank Sure. you. Sorry. Je vois aux réactions que je ne suis pas la seule à être touchée par cette vidéo. Humour et émotion, ça fait passer Voilà. évidemment C'est- beaucoup de messages. Ce qu'elle vient dire, cette vidéo, c'est qu'évidemment, c'est plein de très très chouettes moments. Mais en fait, il y a aussi des moments qui sont difficiles, comme je vous le disais en introduction. On n'en parle pas souvent. Il y a des notions de sacrifice parfois aussi. Si c'est touchant, c'est aussi pour ça que ça nous touche. C'est que peut-être ça nous replonge dans des moments de parents où on s'est sacrifié, où on a peut-être attendu de manger notre repas parce qu'il fallait se relever 4 fois, parce que le verre d'eau avait été renversé ou parce que le petit dernier devait aller aux toilettes ou des choses comme ça. Et ce qu'il y a, c'est que la grosse différence avec le burn-out professionnel, c'est que oui, c'est un travail exigeant que celui d'être un parent, mais c'est un travail dont on ne peut pas démissionner. Malheureusement, quand on arrive à bout dans le burn-out professionnel, on peut être en arrêt de travail, alors qu'être en arrêt de travail de ses enfants, c'est très compliqué, c'est pas possible. Et c'est là une des grosses différences. Et en fait, le démarrage à la fois du burn-out parental ou professionnel, c'est toujours une phase d'épuisement. Après, bon, les conséquences sont forcément différentes. Mais en tout cas, il y a ce point de départ qui est l'épuisement. Tout à fait. Donc, dans les modèles scientifiques que je vais essayer de vous simplifier ici, on fait vraiment le parallèle entre burn-out professionnel et burn-out parental avec cette phase d'épuisement qui est là pour les deux burn-out. Donc, l'épuisement, c'est quoi dans le burn-out professionnel? C'est des symptômes, c'est pas envie de se lever pour aller au travail, c'est avoir des symptômes physiques, avoir des problèmes cognitifs, de mémorisation, de concentration, de perdre ses mots, etc. Mais en fait, dans le burn-out parental, c'est la même chose. Rien qu'à l'idée de se lever pour accomplir une journée et s'occuper de ses enfants, ça devient très très lourd en fait. C'est compliqué. Voire même les mercredis ou les dimanches, les samedis, les jours de vacances scolaires, les jours fériés, c'est presque même pire pour ces parents qui se disent mais je vais jamais y arriver en fait. Ça fait vraiment une pesanteur sur les épaules avec des symptômes physiques qui peuvent apparaître aussi. Donc dans mes patients, et c'est pareil aussi dans le burn-out professionnel, ça peut être des problèmes aux articulations, les genoux, des problèmes de dos, des migraines. Ça va dépendre de chacun, de comment le corps réagit, quel message il transmet. Donc ça, c'est commun aux deux. Maintenant, là où il y a des grosses différences, c'est déjà dans le deuxième symptôme, la deuxième phase. Dans le burn-out professionnel, on va parler de dépersonnalisation, voire même de déshumanisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont par exemple des médecins qui vont parler de leurs patients en termes de numéros, de cas. Le cas de la chambre 50, le cas du cancer du sein, etc. Mais ils oublient un petit peu presque qu'ils ont des personnes en face d'eux. Ça devient des dossiers, des étiquettes plus que des personnes. Heureusement, dans le burn-out parental, il n'y a pas de déshumanisation des enfants. Par contre, ce qu'on va reconnaître comme symptôme, c'est ce qu'on va appeler, je vous le dis avec le jargon, puis je vous l'explique, c'est la distanciation émotionnelle avec les enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce sont des parents qui vont continuer à faire tous les gestes du quotidien pour leurs enfants, donc ils vont se lever le matin pour les préparer, les aider à s'habiller. Là, je prends des exemples pour des petits-enfants, mais c'est valable aussi pour des ados, les conduire à leurs activités, les emmener chez le médecin s'il faut. Mais en fait,
ça se fait un peu de manière automatique, presque robotique. Et il y a plus de plaisir à faire ça. Donc, si l'enfant a envie de raconter sa journée, il n'y a plus d'intérêt. Il y a vraiment cette distance émotionnelle qui est mise avec l'enfant. Donc ça, c'est déjà une différence par rapport au burn-out professionnel. Et puis, le troisième symptôme dans l'épuisement professionnel, c'est la perte de sentiment de compétence professionnelle. On a aussi ça dans le burn-out parental, un sentiment de perte de compétence dans son rôle de parent, mais en fait, c'est surtout ce qu'on va appeler la saturation et la perte de plaisir. Je vous citerai tout à l'heure, j'ai pris des petits extraits de témoignages véridiques de mamans qui ont été retranscrits pour vous illustrer en fait ces symptômes-là. Mais c'est vraiment le fait de saturer, rien que le fait d'être parent, en fait, ça devient trop lourd. Ils n'ont plus envie d'être des parents. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas leurs enfants. Vraiment, je tiens à le préciser. Ils ne souhaitent aucun mal à leurs enfants, mais en fait, ils sentent que c'est trop et ça devient trop difficile de s'occuper de son enfant. Et la dernière chose qui a été rajoutée par les recherches, et c'est super important de le dire, c'est que les parents qui arrivent à bout en fait, de leur parentalité, déjà souvent c'est temporaire parce qu'on peut en sortir. Ça, c'est le message avec lequel je veux que vous repartiez aujourd'hui. Oui, ça arrive, oui, ça existe, on n'est pas tout seul, et oui, on peut en sortir. Mais en fait, il y a une notion de contraste entre le parent qu'on était avant et celui qu'on est devenu maintenant. C'est-à-dire que des parents qui ont toujours, depuis le début, saturé d'être avec leur enfant, qui n'ont jamais eu de plaisir à être avec leur enfant, qui ont vu la parentalité toujours comme quelque chose de négatif, etc., ce ne sont pas des parents en épuisement. Les parents qui sont maltraitants, ce ne sont pas spécialement, parce qu'il y a un diagnostic différentiel à faire, mais à la base, les parents en épuisement ne sont pas des parents maltraitants. Par contre, on le verra quand on parlera des conséquences, ils peuvent en arriver à avoir de la violence physique et verbale, surtout verbale, mais aussi physique, envers leurs enfants, parce qu'en fait, ils sont au bout du rouleau. Et vous connaissez un enfant fatigué, il peut faire ses crises, être débordé émotionnellement. Un adulte fatigué, il fait ses crises différemment, mais en fait, quand il n'en peut plus, il peut arriver à avoir des gestes et des paroles déplacées. Mais ce n'est pas un parent maltraitant à la base. Au contraire, c'est un parent qui voulait super bien faire et qui est arrivé au bout de ses capacités humaines, en fait. Alors, vous disiez il y a quelques instants, oui, ça existe, oui, on n'est pas tout seul. Alors, pas tout seul dans l'accompagnement, ça évidemment, on le verra tout à l'heure, mais pas tout seul, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont touchées. Je donnais tout à l'heure des chiffres sur le burn-out professionnel. Est-ce qu'on a des chiffres aujourd'hui? Est-ce qu'on est capable de quantifier la prévalence du burn-out parental? Oui. Donc, je vais peut-être demander pendant ce temps-là de mettre le visuel sur la carte du monde. Donc, au niveau international, on a fait une recherche qui a permis de... Ah, c'est pas ce visuel-là, c'est la carte. La carte mondiale. Voilà, merci, impeccable. Donc pour vous montrer ici les résultats au niveau mondial, mais si on se centre sur l'Europe et sur nos pays, en France, il faut savoir que ça touche 5 à 6% de parents, ce qui représente à peu près 900 000 parents, et en Belgique, 7 à 8%. C'est encore pire. C'est encore pire, mais c'est un plus petit pays, donc ça représente 20 000 parents. Maintenant, dans ces chiffres-là, il faut bien savoir une chose. Premièrement, les burn-out parentaux ne sont pas toujours bien diagnostiqués. Donc, quand on forme les professionnels de première ligne avec mon équipe, il y a des personnes qui nous disent « si j'avais su tout ça avant, j'aurais peut-être pas mis le même diagnostic en fait, à ces parents ». Donc ça, c'est déjà une chose. Ces chiffres sont peut-être sous-évalués, alors que dans la pratique, il y en a peut-être plus. Il faut savoir aussi que ces chiffres, c'est des chiffres des gens qui sont là à ce moment-là où on fait le questionnaire, les gens qui sont épuisés dans leur rôle de parent. Mais si on posait la question, est-ce que vous en avez déjà fait un? Ou si on pouvait deviner ceux qui en feront un peu plus tard dans leur vie de parent, en fait, les chiffres seraient encore plus importants. Et quand on considère en plus que quand il y a un parent qui est touché dans cette famille, donc il y a un stress tellement important qu'il est en épuisement parental, il faut savoir que ça a des conséquences sur la famille entière. Donc, de 900 000 parents concernés, on passe en fait à encore plus de personnes touchées, même indirectement, par ça. Et alors, si ça vous intéresse de comprendre pourquoi il peut y avoir des différences comme ça, vous voyez quand même qu'il y a une bande nord-américaine et européenne qui est plus alourdie en termes statistiques par rapport à la présence de burn-out parentaux. On a 3 hypothèses. Maintenant, on est au début des recherches, donc on ne maîtrise pas encore toutes les nuances
pays par pays. Il faudrait aussi connaître bien mieux les cultures et les tenants et aboutissants de chaque législation, etc., au niveau de la parentalité dans chaque pays. Maintenant, si ça vous intéresse, je vous donnerai aussi un site où vous pouvez aller chercher les articles et creuser les questions si vous êtes curieux de savoir pour tel ou tel pays. Mais en tout cas, je vais vous donner ici la tendance. Pourquoi, en nos hypothèses, pourquoi il y a des pays, surtout les nôtres, où il y a plus de burn-out parentaux. D'abord, on remarque que ça arrive plus dans des pays qui ont un produit intérieur brut élevé, donc des pays plus riches. Deuxièmement, ce sont des pays où il y a une conscience du partage des tâches qui est plus importante. Je m'explique. Si vous allez dans des cultures où il est normal, il est ancré, il est traditionnel que la femme, parce que c'est généralement de ce côté-là que ça se passe, que la femme porte plus de charge mentale, plus la parentalité, plus les tâches ménagères. En fait, si dans sa tête, elle ne se dit pas, elle ne remet pas ça en question, si elle ne se dit pas que c'est un problème, elle va moins en souffrir. Alors que dans nos cultures, on nous a appris que l'homme, il pouvait quand même aider et mettre la main à la pâte. Et donc, s'il ne le fait pas, ça va créer de la frustration. Donc, plus il y a de conscience du partage des tâches possibles, plus on remarque qu'il y a des risques d'épuisement parentaux. Et la dernière chose, c'est simplement, entre guillemets simplement, le fait d'avoir une culture plus individualiste. Donc, dans nos sociétés, on va moins favoriser le fait de s'occuper des enfants de tout le monde. Il y a des pays en Afrique où les enfants du village, c'est pas les enfants de tout le monde. Chacun sait bien qui sont ses enfants. Mais je veux dire, tout le monde va s'occuper des enfants de tout le monde. Il y a beaucoup plus de collectivisme, en fait. On peut laisser les enfants jouer. On sait qu'il y aura un seul adulte. Il va checker tous les enfants. Il va veiller à tous les enfants. Dans nos sociétés, il y a beaucoup plus d'individualisme. Ça ne veut pas dire que si on voit un petit bout tomber par terre, on ne va pas aller l'aider. Mais on va plus fonctionner même dans nos croyances personnelles, à s'organiser pour chacun, aller conduire son enfant à son activité extrascolaire, etc. Et peut-être moins compter sur le côté familial et communautaire. Et donc, les sociétés individualistes, malheureusement, ont plus d'épuisements parentaux. Voilà les tendances. Alors, on vient de vivre une situation particulière, évidemment, qui était celle de la pandémie et de la crise sanitaire. Et on va voir si ça a eu une incidence ou pas, d'ailleurs, sur le burn-out parental. Mais avant que vous donniez la réponse, j'ai envie d'interroger le public qui est avec nous ce soir. Est-ce que vous pensez que la crise sanitaire a plutôt fait augmenter le burn-out parental ou pas? Ceux qui pensent que ça a fait augmenter le burn-out parental. Ceux qui pensent que ça n'a pas augmenté le burn-out parental. Donc une immense majorité s'est quand même dégagée sur l'augmentation. Et Elsa, roulement de tambour. Roulement de tambour. Alors déjà, pour vous rassurer la majorité, on avait la même hypothèse, que ça allait faire augmenter les cas de burn-out parentaux. C'est pour ça qu'on a fait une étude de manière rapide à ce moment-là, au moment du confinement. Et en fait, ce ne sont pas les résultats qu'on a trouvés. En tout cas, pas dans nos pays. C'est-à-dire que dans certains pays, ça a fait exploser. Mais en France et en Belgique, en tout cas, ce n'était pas le cas. Par contre, parce qu'il faut nuancer ce propos-là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que statistiquement, il n'y avait pas plus de burn-out parentaux, mais ça a augmenté le niveau de stress. C'est-à-dire que sans arriver à tous les critères diagnostiques du burn-out parental, en termes de fréquence et d'intensité, de la fatigue et du stress dans le rôle de parent, ça a quand même augmenté le stress de pas mal de parents. Et on a remarqué aussi qu'il y avait des personnes qui étaient plus touchées. Ce qu'il faut retenir, en fait, surtout de cette étude-là, c'est de pouvoir se dire que ce qui compte surtout, ça n'a pas été le fait d'avoir un jardin ou pas, contrairement à ce qu'on avait nous-mêmes supposé. On s'est dit que les gens en appartement, ça allait être encore plus compliqué. On sait que ça a été compliqué pour plein de gens. Mais en fait, c'est surtout la manière dont les gens ont perçu le confinement. C'est-à-dire que s'ils se disaient que c'était une opportunité, qu'il y avait moins de charge mentale et que, clairement, ils n'ont pas eu plus de travail en télétravail, avec en plus la charge des enfants, etc. Parce qu'il y a des contextes spécifiques où là, ça a fait exploser le stress, bien évidemment. Mais clairement, s'ils se disaient qu'il y avait moins et qu'ils ont finalement vu la vie autrement, ben ça a même apaisé plein de choses. Donc il y a même des gens qui avaient un niveau de stress parental à conduire les enfants à droite, à gauche, aux activités, aux anniversaires des copains, etc., que ça a soulagé. Et puis évidemment, il y a toute une autre partie
de personnes, là par contre, où ça a augmenté évidemment leurs symptômes. Donc c'est ça qui est important à savoir, parce que même hors confinement, cette tendance peut se retrouver. C'est la manière dont on va considérer notre parentalité qui va surtout influencer sur ce stress. D'accord. Qui sont les parents justement qui ont été le plus touchés et qui ont vu leurs symptômes augmenter pendant la période? Il y avait ceux qui avaient des enfants, au niveau des tranches d'âge, plutôt les enfants en bas âge et les adolescents. Ça parle. Ça sent le vécu. Les personnes qui... Et aussi, oui, j'allais oublier, et pourtant ce n'est pas du tout un détail, les parents d'enfants à besoins spécifiques. Donc là, qui se sont retrouvés sans les structures habituelles, sans les encadrements habituels, et pour qui ça a été encore plus compliqué. Il y a aussi les personnes qui se sont retrouvées avec une charge de travail, je le citais tout à l'heure, supplémentaire. C'est-à-dire que l'adaptation présentielle, distancielle a été plus compliquée, avec plus de boulot et donc plus de stress finalement à ce niveau-là. Et en plus, gérer les enfants, ça a été des personnes qui en ont plus souffert. Et contrairement à certaines croyances aussi, les personnes sans emploi. Parce qu'en fait, ceux qui se sont retrouvés en chômage temporaire on parlait de la perception tout à l'heure, se dire, voilà, il y a un côté on subit, mais on sait que quand ça reprendra, je retrouverai mon emploi. Ceux en fait qui étaient sans emploi étaient complètement bloqués, et les points d'interrogation en fait étaient encore pires pour la recherche d'emploi, comme s'ils se sentaient encore plus impuissants pour leur avenir finalement. Donc ça, c'est aussi une situation qu'on a retrouvée. Alors tout à l'heure, Elsa, quand vous avez fait le parallèle entre burn-out professionnel et burn-out parental, vous avez commencé à évoquer déjà quelles pouvaient être les conséquences évidemment du burn-out parental. On va les regarder, on va les décliner évidemment à la fois sur les parents, sur le couple et puis sur l'enfant, puisque c'est évidemment aussi le sujet important. Oui. Peut-être citer aussi quelques exemples, je vais le faire maintenant au niveau des symptômes pour que ça vous parle, parce que je pense que voilà, quand on a des témoignages, ça peut aussi être encore plus impactant. Avant de parler donc des conséquences en termes physiques, etc., de voir les conséquences que ça a pour le parent et sa perception, comment il peut le vivre. Donc je vous ai préparé ça, il faut juste que je retrouve les bonnes feuilles. Qui sont donc là des verbatims de parents, c'est ça? Tout à fait. Sur le ressenti par rapport à ça. Alors, ce sont des prénoms d'emprunt, évidemment. On va l'appeler Elisabeth, qui a 2 enfants, et qui va ici illustrer le côté épuisement. J'étais épuisée. J'étais juste incapable de répondre aux demandes et sollicitations de mon aîné. Je pleurais de fatigue. J'étais juste épuisée. Je me réveillais avec 0 énergie, et le moindre petit truc du quotidien était hyper difficile. Rien que d'imaginer ce qu'on allait manger le soir, c'était une montagne. La moindre chose à faire me demandait vraiment trop d'énergie et j'en avais plus. Vraiment plus. J'étais juste en mode survie. Donc là, vous sentez l'abattement en fait, et l'épuisement physique de cette maman. Une autre maman, qui elle aussi a 2 enfants, j'étais l'ombre de moi-même. Je me reconnaissais absolument plus. Je n'étais plus du tout qui j'étais avant. J'étais tellement épuisée que j'étais déconnectée de moi. C'est difficile à expliquer quand on ne l'a jamais vécu, mais j'étais vraiment un petit peu à côté de moi. Même quand je me regardais dans le miroir, je ne me voyais plus vraiment. Donc ça, c'est le côté contraste dont on a parlé aussi tout à l'heure. Et un dernier témoignage sur la saturation. Elles vont se chamailler, elles vont crier 500 000 fois « Maman, maman, maman j'ai faim, maman j'ai soif, maman je dois aller aux toilettes, je dois faire ci, je dois faire ça ». Ce sont des gosses et leurs demandes sont légitimes. Mais ce mot « maman », je ne le supporte plus. La première fois que votre bébé vous dit « maman », c'est le plus beau jour de votre vie. Aujourd'hui, c'est plus un mot que je suis heureuse d'entendre. Maman, c'est devenu un mot de torture. Alors, ça ne va pas toujours aussi loin dans ce qu'on va nous confier, mais il faut bien se dire ici que je ne vous mets pas non plus les témoignages les plus difficiles. J'ai une maman qui m'a déjà dit que vraiment, elle avait vraiment pensé à laisser son enfant sur l'aire d'autoroute parce qu'en fait, épuisé, le bruit dans la voiture, etc. Il y a plein de parents, des fois, qui menacent et qui disent aux enfants « on va en laisser un sur le bord de la route ». Mais ils ne le font pas. Mais ces parents-là, il faut se dire qu'en fait, il y a vraiment un côté d'eux qui se dit « mon Dieu, ce que je rêverais de pouvoir le faire ». Vraiment. Et où parfois, c'est limite de pouvoir le faire. Et rien que le fait de se dire « en fait, je pourrais le faire », limite, ça les soulage de se dire que ça pourrait s'arrêter, en fait. C'est vraiment ça. Et donc, ça nous amène sur les conséquences. Quelles sont les conséquences sur le parent concerné d'abord? C'est justement ces envies de fuite.
cette phrase, quand on me l'a dit maintenant, elle allume des signaux d'alarme chez moi. Je voudrais aller sur une île déserte et qu'on me fiche la paix, en fait, qu'on me laisse tranquille. Je voudrais le calme, je voudrais juste qu'on me laisse tranquille. Et donc ça, c'est le quotidien familial qui devient tellement lourd qu'en fait, on voudrait pouvoir faire des vraies longues pauses. Et malheureusement, c'est pas souvent possible. Les envies de fuite, elles vont se traduire par ces pensées-là, mais elles vont se traduire aussi par, malheureusement, chez certaines personnes, des addictions. Pourquoi ? Parce que les addictions, c'est simplement fuir le quotidien. C'est boire de l'alcool, c'est parfois aider à oublier les joints, les jeux d'argent, les somnifères. Ce sont des choses, malheureusement, qu'on peut retrouver chez ces personnes-là. Ça va aussi être tous les problèmes physiques, somatiques, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les maux de dos, les maux de ventre, les maux de tête, etc. L'agressivité, l'instabilité émotionnelle, le fait de s'énerver plus facilement ou de pleurer plus rapidement. Et malheureusement, ça peut aller dans les idées de fuite jusqu'aux idées suicidaires, puisqu'en soi, la mort est une fuite aussi. Ça peut aller jusqu'au passage à l'acte, malheureusement. Et même si on ne l'a pas acté scientifiquement parlant, on se doute très fort que dans certains cas d'infanticide, il doit y avoir des parents à bout en fait, qui ont craqué et qui en sont venus à vouloir tout arrêter. Non pas parce qu'ils voulaient faire du mal à leurs enfants, juste parce qu'ils voulaient que ça s'arrête. Et généralement, ces parents retournent ensuite le suicide ou l'arme contre eux. Ça, je suis désolée, pas des choses très réjouissantes, mais en même temps, c'est important d'en parler. Ça, c'est pour les parents concernés. Pour le couple, vous imaginez bien que dans ce contexte-là de fatigue immense, il y a des conflits qui apparaissent, donc plus de disputes. Il y a une maman qui nous expliquait que c'était tellement difficile pour elle et qu'elle ne voulait pas craquer sur les enfants, que du coup, elle se retenait. Et quand son mari arrivait, en fait, elle l'injuriait, c'est horrible. C'est lui qui payait la facture de son trop-plein. Ça, c'était une chose. Les conflits, donc parfois les séparations aussi. On ne sait pas bien statistiquement à combien de séparations, jusqu'où ça va, mais c'est une donnée à prendre en compte aussi. Et aussi, puisqu'on parlait d'envie d'ailleurs et d'idées de fuite, les idées aussi d'adultère, que ce soit le parent concerné, parce que l'herbe lui paraît plus verte ailleurs, en fait il veut tellement fuir son quotidien qu'il peut en arriver à aller voir ailleurs, ou le conjoint qui vit dans ce climat hyper tendu et qui, à un moment donné, va aussi chercher une forme de réconfort ailleurs. Heureusement, ça n'arrive pas partout. Je ne veux pas faire des généralités, mais voilà. Et pour les enfants, les conséquences sur les enfants qui sont non négligeables, puisque on se rend compte que ça entraîne des situations de négligence et de maltraitance, de violence, en tout cas tant verbale que physique, surtout verbale, mais ça peut aller aussi jusqu'à la violence physique. Si je peux peut-être mettre une nuance par rapport à ça, pour bien différencier des parents maltraitants, les stéréotypes qu'on va avoir à propos de la maltraitance d'un enfant, c'est les brûlures de cigarettes, les coups de ceinture, ce genre de choses. Ça, c'est pas du tout le genre de maltraitance qu'on va observer, le genre de violences qui vont être faites sur les enfants quand il y a un parent qui est épuisé. Un parent à bout, qu'est-ce qu'il va faire ? Moi, je l'appelle, c'est moi qui mets ce jargon-là, hein, mais c'est pour moi de la violence de distanciation, justement. C'est laisse-moi tranquille. Mais dans le laisse-moi tranquille, il y a des mouvements de rejet comme ça qui peuvent faire qu'on bouscule, qui peuvent faire qu'on fait tomber dans l'escalier ou on presse l'enfant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour le parent qui est épuisé, déjà, il se demande lui-même comment il va faire pour tenir jusqu'à la fin de sa journée. Mais alors, il se dit, mais il faut que j'arrive à coucher les enfants. Quand c'est des petits, hein. Mais il faut qu'à un moment donné, ou quand c'est les grands, il faut que cette journée s'arrête. En fait, je n'en peux plus. Donc, il faut qu'ils aillent au lit. Et du coup, il y a un peu ce côté empressement et donc on va booster l'enfant, etc. Allez, vas-y, machin, etc. Et donc on peut devenir assez rigide et pressant par rapport à ça. Et donc un autre exemple que j'ai, c'est en mettant l'enfant au lit quand il est plus jeune, c'est lui taper la tête. En fait, vous voyez, on le met un peu trop vite au lit. Allez, maintenant tu te couches, ça suffit. L'enfant qui se cogne, etc. Mais alors en plus il se met à pleurer. Vous avez tout compris. Quand l'enfant se met à pleurer, c'est encore plus compliqué parce qu'alors le parent qui est déjà à bout et qui lutte là, en se disant c'est les dernières minutes, après je peux respirer, je peux souffler, en fait le cri de l'enfant va l'énerver encore plus et donc il ne va pas réussir à rassurer comme il faut l'enfant et ça peut devenir en fait vraiment très très puissant.
Et voilà, ce genre d'exemple où refermer la portière de la voiture en disant « Allez, c'est bon », parce qu'on ne l'écoute pas. « Allez, c'est bon, oui, t'as oublié ton truc. Allez, c'est bon, maintenant on doit aller à l'école, hop ». Et on ferme la portière, on ne regarde plus vraiment l'enfant, un peu comme une forme de négligence, et on va claquer la porte sur ses doigts ou ce genre de choses. C'est plus ça. Oui. Pardonnez-moi, je me permets d'interrompre, mais les exemples que vous venez d'indiquer, pour vous, sont des exemples de maltraitance. De violence. Violence. Justement, ce n'est pas de la maltraitance, c'est de la violence. C'est de la violence physique. Maintenant, voilà, dans les symptômes, les conséquences plutôt, ce sont vraiment des choses qui ont été actées scientifiquement. Surtout violence verbale, mais des violences physiques aussi. Mais effectivement, ce n'est pas la maltraitance. C'est pour ça que je voulais faire la nuance entre les actes maltraitants qui vont être là avec parfois même le plaisir de faire mal, ou en tout cas cette indifférence à la souffrance de l'enfant. Dans le burn-out parental, c'est vraiment l'épuisement et c'est la conséquence de l'épuisement et de la mise à distance qui entraîne cette violence-là. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Partiellement, oui. Dites-moi. Il y a une question finalement sur la sémantique entre violence et maltraitance, je sens dans votre question. Non, mais violence, c'est un mot fort aussi. Je m'interroge sur le fait que les exemples que vous citez, ça concerne des gens qui sont en burn-out parental, ou il me semble que c'est quand même plus répandu que... je ne sais pas. Il me semble que c'est des exemples qui sont assez... Alors peut-être que d'autres personnes, sans arriver au stade de l'épuisement, peuvent arriver à des comportements de violence comme ça sur les enfants. C'est normalement quelque chose, même légalement, qui n'est pas permis. Maintenant, il y a des accidents aussi qui arrivent. Je veux dire, les actes de violence où on bouscule l'enfant sans faire exprès. Mais là, ce que j'essaye d'expliquer, c'est que dans le contexte de l'épuisement, il y a ce contexte. Après, rouler sur le pied de son enfant ou le bousculer quand on passe ou renverser un truc chaud sur lui, ça, là, on est plus dans les accidents domestiques, en fait. Et donc, quelque part... je ne pense pas qu'on pourrait dire que ce sont des accidents domestiques généralisés, ce n'est pas ça, mais ce sont des violences sans intention de la donner qui sont là pour... mais oui, le mot est fort. Mais est-ce qu'on peut imaginer une cellule familiale où il n'y aurait pas ces actes de violence, en fait, si je retourne la question, en fait, parce que... Est-ce qu'on peut imaginer une famille où il y aurait sans violence? Est-ce que la famille... même si je pense que... c'est peut-être pas le sujet de la conférence d'aujourd'hui, mais même sans être en burn-out parental, à un moment, est-ce qu'il n'y a pas des moments où on n'est pas disponible, fatigué, et dans une situation, oui, on va vis-à-vis de notre enfant lui dire oui, j'ai pas le temps, laisse-moi, faut que ça s'arrête, on va au dodo, et oui, on n'a pas le temps, au moment il faut aller à l'école, et même si je pense qu'on est... je pense que même quand on est... En plus, on peut nourrir une grande culpabilité par rapport à ces actes-là. Mais est-ce que c'est... Alors, en fait, si vous me permettez, Elsa, je pense que l'élément de réponse que vous pouvez apporter, c'est celui que vous m'avez donné quand on en a parlé, c'est qu'en fait, le burn-out parental est un facteur qui peut multiplier ce genre de situation que vous évoquez en disant que ça peut arriver effectivement dans des familles où il n'y aurait pas de burn-out. Mais en revanche, ce qu'explique Elsa, c'est que c'est un facteur multiplicateur. Vous m'avez donné les chiffres, d'ailleurs, ça peut multiplier par 10, par 13, voire par 20 le risque de négligence et de violence. C'est ça. En fait, quand il y a un symptôme de mal-être dans une famille comme la dépression ou le burn-out professionnel, là aussi, ça va augmenter les risques parce que les gens sont épuisés, ils ne sont pas bien. Et donc là aussi, ça va augmenter le risque de violence et de négligence sur les enfants, mais pas autant que dans le burn-out parental. Dans le burn-out parental, c'est vraiment un effet spécifique qui augmente par 16 ou par 20 ce risque-là. Mais effectivement, il y a une autre question derrière votre question où je vais répondre aussi, c'est cette question de à partir de quand on est en burn-out parental, à partir de quand on est juste stressé ou fatigué. Parce que quand on est stressé ou fatigué, on peut aussi avoir des mots qui dépassent nos paroles ou des gestes qui dépassent ce qu'on voudrait faire, bien entendu. Mais ça va être une question non seulement d'intensité, mais aussi de fréquence. Et ce que je dis souvent, c'est que quand on me pose la question en conférence, mais moi je me suis reconnue dans certaines choses que vous avez expliquées, etc., mais pas dans tout, je ne pense pas être en burn-out parental, et pourtant certaines choses m'ont interpellée. Tant mieux,
tant mieux d'être interpellé au plus tôt possible. Finalement, comprendre qu'on est stressé, c'est pour ça aussi que le titre de cette conférence concerne le stress parental. C'est-à-dire que le burn-out dont je vous parle, c'est quand le stress devient quelque part chronique. Et donc, à un moment donné, on passe le stade et on est à un score, en fait, où on est en burn-out parental. Mais avant ça, ça ne veut pas dire qu'on était bien. Il n'y a pas un tout ou rien, vous voyez. Il y a un moment où, en fait, la jauge, elle augmente, et on peut passer d'une fatigue, d'un stress, à quelque chose de plus chronique qui arrive jusqu'à l'épuisement parental. Et je voulais dire plein de choses en même temps, mais je pense que, voilà, ça permet... Oui, voilà, ce que je voulais dire, c'est que... si on se rend compte déjà qu'il y a des signaux d'alarme qui sont là, même si on n'est pas en épuisement, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Ça veut peut-être dire qu'il y a des questions à se poser et qu'il y a peut-être des choses sur lesquelles on doit travailler, arrondir les ongles, etc., pour aller mieux et éviter que cette fatigue nous emmène, éviter que cette fatigue et ce stress y soient trop présents. Alors, oui, monsieur. Oui, bonjour. Donc, bonjour. Je voudrais poser une petite question concernant... Vous avez parlé de score, justement, pour le burn-out. Il existe le score qui est pour le burn-out professionnel avec les 3 thèmes, l'épuisement, la perte de plaisir et la dépersonnalisation, la distanciation. Oui. Voilà, le MBI, le Maslach. Voilà. Et la question, c'est est-ce que vous avez mis en place un système équivalent pour faire une sorte de mesure ou voilà, c'est ça. Donc il y a eu plusieurs, vous imaginez bien que depuis les recherches, donc juste avant une toute petite parenthèse par rapport aux recherches, elles sont très récentes, puisqu'en fait ce ne sont que dans les années 2010 que mes collègues se sont posé la question, même un peu dans le contexte officieux, de se dire mais tiens, est-ce que ça existe vraiment en fait le burn-out parental? Et donc elles ont fait une revue de la littérature à ce moment-là en bonne chercheuse, voilà. Et c'est là qu'elles se sont rendues compte qu'il y avait très 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 peu d'études sur le sujet, que ce qui était étudié était plus aux États-Unis et plus sur des parents d'enfants qui ont des maladies chroniques ou des handicaps. Et donc l'épuisement chez les parents tout venant, vraiment on est au tout début des recherches. C'est-à-dire que le programme international de recherche, on a eu les premiers résultats en 2017. C'était il y a peu de temps. Donc ce que je vous dis ici, dans 5 ans, on aura peut-être encore plein de nouvelles données. Je vous fais un état des choses à l'heure actuelle. Et donc, au cours de leurs recherches, déjà depuis 2017, il y a plusieurs outils. Il y en a 2, en fait. Il y a eu une tentative d'outils qui était assez représentatif, en fait, qui a failli être validé, mais qui, justement, dépendait du MBI, c'est-à-dire de l'outil qui est utilisé pour évaluer le burn-out professionnel. Et techniquement, il y avait un droit de copyright qui était en fait problématique. Et donc, cet outil n'a pas pu être généralisé et utilisé. Donc, en fait, ils ont travaillé à la constitution d'un nouvel outil qui, depuis lors, a fait l'objet d'études et dont ils se sont rendus compte qu'il était valide scientifiquement, qui s'appelle le PBA. Je vous donnerai un site où vous pouvez y accéder et vous-même, en tant que parent aussi, aller éventuellement remplir le questionnaire et avoir les résultats. C'est tout et gratuitement. Hein. C'est pas comme les trucs sur Internet où on doit après renvoyer toutes nos données personnelles, etc. D'accord, c'est un autodiagnostic en fait. Oui, voilà, avec le questionnaire validé scientifiquement. Donc PBA, c'est pardon pour l'accent, mais c'est Parental Burnout Inventory. Assessment, pardon. Le PBI, c'était justement celui d'avant. Donc le PBA, Parental Burnout Assessment. Allez, on va continuer sur ce sujet et on va surtout regarder maintenant quel est le processus qui conduit à ce burn-out parental et ensuite on verra quels sont les facteurs déclenchants ou qui peuvent favoriser si le terme est utilisable. Ce qui rejoint la question de madame, c'est cette question du processus. Donc je veux bien le visuel que je trouve assez sympa pour se rendre compte en fait de cet avancement dans les choses. C'est comme une petite jauge qui commence dans le vert. Voilà, merci beaucoup pour la régie. Qui en fait commence par une idéalisation du rôle de parent. On a tous vécu ça, non pas spécialement, mais en tout cas, on est nombreux dans ce cas-là à vouloir super bien faire, à idéaliser la parentalité. Et puis, ça peut conduire du coup à se surinvestir. Maintenant, se surinvestir, ça entraîne des moments de sacrifice. Quand on est parent, on comprend que, quel que soit l'âge de nos enfants, on a des sacrifices à faire. J'allais parler des nuits, parce que ce soit un nourrisson, voilà, les nuits, je n'ai même pas besoin de vous donner l'exemple, mais des jeunes enfants qui font des cauchemars ou des ados qu'il faut aller rechercher en soirée à 3 heures du matin. Ce n'est pas le même type de réveil, mais ça n'empêche que les nuits peuvent être perturbées pour le parent. Voilà un exemple de sacrifice parental qu'on est amené à faire. Mais jusque-là,
il n'y a pas spécialement de souci. On peut tout à fait être OK, en fait, de se dire que voilà, c'est notre rôle de parent, on est amené à faire des sacrifices. Il y a même des personnes qui sont vraiment beaucoup dans le sacrifice, mais qui l'ont choisi et qui sont bien et épanouies avec ça. Donc, il n'y a pas spécialement de souci par rapport à ça. Le problème, c'est quand ça va commencer à entraîner de la frustration. Donc là, on commence déjà à être dans le jaune, on va dire ça comme ça. Quand on est en train de se sacrifier et que ça nous dérange, qu'on est un peu piqué, qu'on trouve que notre enfant est ingrat, bienvenue dans le monde de parents, qu'il soit petit ou ado, je pense que l'ingratitude, c'est un mot assez caractéristique. L'enfant ne va pas se rendre compte de tout ce que vous faites pour lui. L'enfant ne va pas se rendre compte de tous ces sacrifices. C'est un peu inhérent à sa fonction d'enfant. Certains plus que d'autres, certains ont une maturité, etc., qui vont leur permettre de plus prendre conscience de ça. Mais si vous vous sacrifiez trop et que vous en êtes frustré, petit à petit, vous allez inévitablement perdre de l'énergie. Et voilà comment, petit à petit, d'une perte d'énergie, on arrive, si ça devient de nouveau trop fréquent, trop rapproché, trop intense, on arrive dans les différents symptômes dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'épuisement, puis la distanciation émotionnelle, puis la perte d'efficacité, d'épanouissement, la saturation dans son rôle de parent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on ne va pas se lever un matin en étant en burn-out parental. Généralement, c'est un stress qui a pointé déjà son nez depuis un moment et qui est resté et qui a pesé de plus en plus lourd, de plus en plus lourd. Alors oui, les symptômes physiques pourraient se déclencher du jour au lendemain. C'est arrivé à une de mes patientes. Et elle est d'accord que je raconte son exemple parce qu'il est assez représentatif. Elle était au volant de sa voiture avec un de ses enfants dans le siège auto à l'arrière. Elle roulait sur l'autoroute et elle a senti qu'elle allait faire un malaise. Elle a juste eu le temps de se garer sur la bande d'arrêt d'urgence. Elle est sortie de son véhicule et elle est tombée évanouie. C'est une ambulance qui passait pour une autre mission qui s'est arrêtée à ce moment-là. Donc elle va bien, mais clairement pour elle, son corps à un moment donné, il a fait on-off, quoi. Il s'est débranché. Mais j'ai plein d'autres patients pour qui le corps tient toujours, en fait. Mais le stress à l'intérieur, le stress émotionnel, il est immense. Et d'ailleurs, on peut le mesurer scientifiquement parlant. Donc, on l'a fait dans le cadre de nos études. On a prélevé une petite mèche de cheveux. Donc, rassurez-vous, nos participants ne sont pas chauves. C'est vraiment un tout petit morceau ici. Et on sait évaluer grâce à ça le taux de cortisol capillaire, donc en fait le taux d'hormone du stress. Et c'est le visuel, je pense aussi que nous avions aussi en termes statistiques. Si on compare avec des parents témoins, c'est-à-dire qui ont le même nombre d'enfants, la même structure familiale, regardez, les parents en burn-out ont 2 fois plus d'hormones du stress que les parents témoins. Et ce qui est hyper interpellant aussi, c'est que quand on compare à d'autres études où on a les données chiffrées sur des patients qui ont des douleurs chroniques sévères ou des personnes victimes de violences conjugales, vous voyez même que le taux de stress, il est même encore supérieur. C'est pas du tout, ces données-là ne sont pas du tout pour essayer de comparer les souffrances entre elles. On ne va pas dire que c'est pire que d'être battu, on n'est pas du tout là-dedans. C'est juste pour faire comprendre en fait que le stress, il est mesurable chez ses parents et il est extrêmement important. Ça, il faut vraiment s'en rendre compte. Et donc, clairement, ce stress, à un moment donné, il peut avoir des conséquences sur le physique et faire en sorte que le corps, il dit stop. Mais parfois, le corps va continuer, mais les symptômes de distanciation émotionnelle, les oublis, les sautes d'humeur, etc., vont être d'autant plus importants. Et c'est la jauge qui va aussi déterminer qu'à un moment donné, on est dans du stress qui peut être passager, dans du stress qui peut se résoudre avec une bonne nuit de sommeil, une semaine de vacances. On met les enfants chez papy-mamie une semaine et puis en fait, après, on récupère bien. Et puis, l'épuisement, généralement, après une semaine, ça ne suffit pas. Ça a fait du bien, mais rien que le fait de revenir et de retrouver les stimulations, les sollicitations et la fatigue de nouveau, ça recrispe et c'est reparti en fait. Et alors on verra évidemment que même si on est dans le rouge vif de la jauge, il n'y a pas de point de non-retour, évidemment, ça peut soigner. Ça, on verra ça dans quelques instants. On va peut-être parler des facteurs de risque et qui peuvent conduire justement à tomber à un moment dans le rouge vif. Oui. Alors quand on a commencé les études, on avait plein d'hypothèses. On se disait par exemple que les familles monoparentales allaient être plus à risque d'avoir un épuisement et du stress en fait parental. Et on s'est rendu compte alors que oui, ce sont des choses qui arrivent dans certaines situations, mais ce ne sont pas là les facteurs les plus importants.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'épuisement professionnel, il arrive, et je vais demander le visuel aussi de cette balance, qui est une chouette métaphore. Il arrive, vous imaginez que d'un côté, vous avez des ressources, donc des choses qui vont venir vous nourrir, vous protéger, vous donner de l'énergie. Et de l'autre côté de votre balance, sur l'autre plateau, vous avez des stresseurs. Alors, le fait d'être une famille monoparentale peut être considéré comme un stresseur, mais si c'était vraiment un facteur de risque, ça voudrait dire qu'il y aurait plein de familles monoparentales en burn-out parental, et en fait, ce n'est pas spécialement le cas. Ce qui va dépendre chez ces familles monoparentales et chez les autres, ce sont en fait surtout les facteurs qui vont toucher à la personnalité du parent. Donc, le fait qu'il soit, par exemple, plus anxieux ou perfectionniste, ou les deux. Ça va être des facteurs familiaux et conjugaux, donc le fait de pouvoir être soutenu dans la coparentalité. La coparentalité, c'est quoi? C'est que même si on a une famille divorcée, on peut avoir un soutien coparental avec le papa ou la maman, enfin l'autre partenaire en fait, qui peut dire qu'on accomplit bien son rôle de parent, etc., ou l'organisation pour les enfants peut se faire correctement, si même il y a des conflits à d'autres niveaux. Mais on peut être soutenu dans la coparentalité. La coparentalité, ça peut être aussi un grand-parent de l'enfant qui fait ce rôle-là. Si on a des grands-parents qui sont hyper présents, si on a soi-même, par exemple, une maman qui s'occupe beaucoup des enfants, qui prend finalement un peu ce rôle coparental, on peut être une famille monoparentale et être soutenu dans sa coparentalité. Et donc, ce sont surtout ces facteurs-là qui vont venir peser en bien ou du coup en stress dans la balance de chaque parent. Donc les facteurs familiaux, conjugaux et parentaux. Et il y a aussi les pratiques éducatives. Alors, les pratiques éducatives, je ne le cite volontairement pas tout le temps. Ça va dépendre en face de qui je suis, mais là, j'ai envie de vous l'expliquer. Mais je suis prudente, par exemple, par rapport à certains journalistes. Pourquoi ? Parce que j'ai observé qu'il y a parfois ce rapide raccourci de... les parents se sont laissés déborder dans leurs pratiques éducatives, ils ont fait un peu n'importe quoi, ils ont laissé tout faire à leurs enfants, l'enfant roi, et donc forcément l'enfant il déborde, et donc forcément les parents ils sont épuisés, mais limite un peu avec le côté après, voilà, c'est de leur faute, ils l'ont cherché. Alors oui, ça peut peser dans la balance du côté des stresseurs, parmi un ensemble d'autres choses. Mais en fait, on se rend compte que clairement, ce n'est pas l'enfant qui va faire qu'on est en épuisement ou pas, c'est la perception qu'on a dans ce rôle de parent, et c'est l'équilibre de notre balance qui va faire ça. Si on a suffisamment de ressources de l'autre côté, on peut avoir des gros stresseurs, on peut avoir un enfant qui a besoin d'une attention constante à cause d'un handicap ou d'une maladie par exemple, mais être soutenu, avoir des ressources personnelles, avoir soi-même une bonne gestion des émotions, avoir un soutien avec son conjoint, avoir des bonnes ressources financières. J'en cite plein en fait. Et du coup, faire en sorte que notre balance reste en équilibre, avoir quand même du temps pour soi, avoir des structures qui nous permettent d'avoir du répit. Comme je vois tout ce qui est fait ici, j'en ai pris conscience en arrivant, moi de Belgique, je visite ici les stands, etc. Je me dis qu'ici, sur la commune, il y a l'air, en tout cas, d'avoir plein de chouettes choses. Rien que le fait qu'ils aient pensé à organiser une garderie pendant les conférences. C'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent et pourtant c'est hyper important. Pourquoi ? Parce qu'avoir du temps pour soi, pour aller se former, s'informer, juste avoir des moments de pause sans les enfants, c'est hyper précieux et ça fait partie des ressources. Donc j'ai l'impression que cette ville, elle en a. Donc faites-y appel. Ce que je veux mettre comme nuance par rapport à cette balance, c'est qu'il y a le phénomène d'accumulation. Donc plus on a de stress d'un côté, plus ça va déséquilibrer la balance. Mais ce n'est pas qu'une question de nombre de facteurs, que ce soit de risque ou de protection. C'est aussi la question du poids. Un peu comme les vieilles balances dans le temps, là où on ajoutait les poids en laiton. Voilà. Clairement, vous comprenez bien que si on a une super chouette ressource, même si on a plein de plus petits stresseurs en face, ça peut quand même suffire à compenser. Mais inversement, si on a un gros stresseur de l'autre côté, il peut aussi alourdir le tableau et faire basculer la balance. Donc c'est à la fois un phénomène d'accumulation et à la fois un poids dans chaque facteur. Et c'est ça qui va faire en fait que si même vous n'êtes pas en burn-out, et je vous le souhaite, je souhaite qu'un maximum de personnes ici ne soient pas concernées, mais si vous sentez qu'il y a des petits signaux d'alarme, etc., c'est peut-être que votre balance, elle compte déjà
elle compte déjà peut-être un peu plus de facteurs de stress, etc., que vous sentez que l'équilibre est fragile. Et donc, il y a quand même moyen d'agir, en fait. Et on en parlera Oui, après. voilà, on verra comment rééquilibrer la balance. Vous évoquiez des familles où il peut y avoir des enfants handicapés, etc. Est-ce que ça peut être un facteur de risque supplémentaire ou pas? Alors, pardon, je parlais trop fort. La question du handicap, elle est à nuancer, puisqu'en fait, on s'est rendu compte que, en fonction des études, ça différait. Les variables qui diffèrent, c'est surtout si l'enfant nécessite une attention constante. Donc, quand le handicap entraîne une attention constante, donc par exemple une hyperactivité, là, ça peut être effectivement un facteur de risque plus important. En fait, on se rend compte que le handicap peut entraîner d'autres facteurs de risque qui, eux, vont être importants, c'est-à-dire l'isolement. Si on se retrouve isolé parce qu'en fait, on s'occupe beaucoup de son enfant et que du coup, on rencontre moins d'autres parents, qu'on a moins de temps pour soi également, ça, le temps pour soi et le fait de ne pas avoir de soutien, ça, ce sont des facteurs de risque prépondérants dans les balances. Et donc, à partir du moment où ils sont absents, que ce soit pour le handicap ou pour une autre raison bien spécifique, le fait d'être expatrié ou ce genre de choses, mais alors oui, ça devient un vrai facteur de risque. Alors tout à l'heure, vous avez évoqué, quand on parlait de la prévalence, vous avez parlé de l'hémisphère nord en disant qu'il y a des sujets qui nous permettent d'interpréter si un PIB élevé, puis vous avez surtout parlé de la conscience du partage des tâches. Donc forcément, ça amène à la question, burn-out parental, les mères, les pères, les deux? Alors statistiquement, il y a plus de mamans qui sont concernées, aussi parce qu'il y a plus de mamans qui répondent au questionnaire. Aussi parce qu'au niveau sociétal, ça reste quand même quelque chose de genré, la parentalité. On va plus parler de maternité que de paternité. On le voit avec les congés à la naissance. Il y a certains pays maintenant qui commencent à égaliser le nombre de jours de congés, même pour le papa. On n'y est pas encore. Alors clairement, statistiquement, plus de mamans, mais on se rend compte en fait qu'à investissement égal dans la parentalité, risque égal de burn-out parental. Et il y a en plus des petites différences, petites mais importantes en termes de conséquences, entre les burn-out des papas et des mamans. C'est-à-dire que les mamans, je vous ai présenté cette balance en vous expliquant bien qu'on est en burn-out quand les ressources ne suffisent plus à compenser les stresseurs de l'autre côté. Chez les papas, on a observé, en termes de niveau de burn-out, qu'ils tombaient en burn-out parental alors même qu'ils avaient encore suffisamment de ressources sur leur balance. Alors des fois, quand j'explique ça, on dit bah quoi, enfin, alors il y a des dames qui disent ah bah, c'est des chochottes. Ben non, ça ne veut pas dire que les messieurs sont des chochottes. Notre hypothèse pour expliquer ça, c'est sans doute que les papas sont moins bien préparés aux stresseurs de la parentalité. Et pour l'illustrer, ma collègue qui est chercheuse, qui a 5 enfants, qui n'a pas fait de burn-out, mais elle a 5 enfants, elle a dans ses 5 enfants 2 faux jumeaux, un garçon et une fille. Et cette chercheuse devient spécialiste des différences de genre en termes de recherche scientifique, etc. Elle travaille là-dedans, elle consacre une partie de sa vie à ça, et quand on lui demande si quelqu'un peut, dans ses enfants, parce qu'ils sont un peu plus grands maintenant, faire du babysitting, elle va demander à sa fille. Et elle se le dit elle-même, mais c'est pas possible. Je travaille là-dedans, je suis attentive à ça, et je me suis fait moi-même prendre au piège. C'est bien la preuve qu'en fait, on a besoin on est imprégné par toutes ces croyances-là, et donc clairement, on va spontanément plus proposer aux filles de faire du babysitting, plus mettre des poupées dans les mains des petites filles, etc. Et donc, on suppose que si les papas tombent finalement plus tôt en burn-out, c'est peut-être parce qu'ils sont moins bien préparés à ça. Et une autre différence, c'est que malheureusement, plus le niveau de burn-out du papa est élevé, plus les comportements de négligence envers les enfants augmentent et plus les idées suicidaires augmentent aussi. Et parfois, ça passe inaperçu, parce qu'un papa qui est négligent avec son enfant, ça pourrait, je dis bien au conditionnel, ça pourrait être interprété juste comme un désinvestissement. Oh, bah, ça ne l'intéresse pas trop, en fait, de s'occuper des enfants. Oui, mais en fait, c'est peut-être plus gênant et plus grave que ça. Et donc, ça veut dire quoi comme message? Qu'il faut être tout autant attentif à l'épuisement des papas, parce que les conséquences peuvent être dramatiques pour eux et pour les enfants aussi. Alors, on a donc vu le processus, on a vu les conséquences. Avant de parler de comment on peut traiter le burn-out parental, peut-être qu'il y a des questions ou des remarques par rapport à l'intervention d'Elsa sur ces... Oui, il y a ici, madame. Voilà, à la fois sur le processus et les conséquences.
Pour revenir sur la carte que vous avez montrée tout à l'heure, vous disiez qu'un investissement à peu près égal des deux parents augmente, etc. Et on a vu que pourtant dans les pays du Nord de l'Europe, qui sont connus pour justement une plus grande parité, c'était plutôt très clair. Je me souviens plus de... Il y a un pays où c'est blanc, donc là on ne sait pas, mais Oui. il y a un pays qui est jaune clair. Oui, il faudrait voir en fait. Tout ce qui là-haut. Ça va arriver. Ils sont encore. plutôt Non, dans les c'est clairs, Suède, Norvège. Voilà, maintenant clair, ça reste des statistiques quand même plus soft. Je pense que c'est... voilà, ça dépend le jaune clair, mais ils sont à 2-3%. Donc ça reste quand même... quoique le jaune, on ne voit pas très bien ici. Oui, c'est 2-3%, je pense, 2-3%, le pays nordique. pas Maintenant, on beaucoup. voit à côté, c'est quand même en orange, on est déjà à 4-5%, c'est des résultats proches de chez nous. Je n'ai pas la réponse par rapport à ce pays-là en particulier. Ce serait intéressant d'aller creuser en fait, au niveau des différences interculturelles pardon, là-bas, pour voir ce qui pourrait expliquer, parce que c'est pourtant un pays plus riche, c'est pourtant... riche, parité, etc., ce que vous avez dit, et pourtant ils peut-être sont plutôt l'individualisme, je ne sais pas. Ça dépend vraiment de cette culture-là. Danemark, Ouais. tous ces pays qui sont connus pour une plus grande parité, des congés parentaux plus longs, etc. Oui. Donc clairement, il y a des choses qui sont mises en place. Maintenant, est-ce que ça suffit aussi dans l'inconscient des parents? Est-ce que c'est vraiment des mesures qui vont suffire? C'est des questions spécifiques. On Oui, m'avait demandé madame. aussi par rapport au Japon une fois, mais c'est pareil parce que le Japon, voilà, et puis l'individualisme quand même. Maintenant, il y a la culture quand même dans ces pays-là plus. Mais vous voyez, je parle sans trop connaître ces cultures-là, mais les stéréotypes que j'en ai, c'est plus la culture de l'enfant unique, etc. Peut-être que je ne sais pas si tout ça vient jouer. Il faudrait aller analyser plus finement. Madame. Moi, j'avais une question pour les parents qui se sentent justement un peu dépassés, épuisés. Quelles sont leurs ressources ou leurs recours? Oui, Alors, c'est ce qu'on va évoquer. C'est pour ça que je disais... C'est super important. Les questions plutôt voilà, sur le processus, sur les conséquences. Est-ce qu'il y a des demandes de précision ou peut-être des témoignages d'ailleurs aussi, hein, de ce que vous pouvez vivre ou de ce que des gens autour de vous peuvent vivre. Et sinon, évidemment, on va voir comment, à partir du moment où on est tombé dans la jauge rouge, comment il est possible de s'en sortir. Non, a priori, pas de questions. Donc, on va effectivement regarder maintenant comment sortir du burn-out parental. Les questions peuvent revenir aussi à la fin sans souci. Et s'il y a des questions plus personnelles, parce que je sais bien que pour cette thématique, ce n'est pas toujours évident de prendre la parole en public, je me tiendrai à votre disposition aussi pour répondre plus à part, plus personnellement, après la conférence, sachez-le. Donc, on peut sortir du burn-out parental comment ? Oui, on peut sortir en agissant sur cette balance. Donc, c'est à la fois un travail de traitement de l'épuisement, mais aussi un travail de prévention. Hein. Vous l'avez compris, si la balance, on la sent fragile ou si on sent qu'il commence à y avoir un peu plus de stresseurs que de ressources, avant même de sentir qu'elle est complètement en déséquilibre, on peut agir à tous les niveaux. Déjà, quand on repense à la jauge que je vous ai expliquée, souvenez-vous, le tout premier item, c'était l'idéalisation du parent. Donc, comment est-ce qu'on peut déjà agir par rapport à ça? C'est prendre conscience du fait qu'on n'est pas des parents, on n'a pas à être des parents parfaits. Toutes les bonnes pratiques qu'on entend, tout ce qu'on essaye de bien faire pour nos enfants, évidemment, c'est super chouette. Mais si vous essayez de prendre toutes les bonnes pratiques et en fait de tout faire, de trier les déchets, de favoriser les activités extrascolaires, de passer du temps à jouer avec lui, de lui offrir une alimentation équilibrée, de faire en sorte qu'il peut faire du sport. En fait, je peux vous en citer plein. Les écrans aussi, les campagnes contre les écrans, etc. Ce sont des messages qui passent et qui repassent. Et les commentaires sur les réseaux sociaux aussi, hein, toute cette pression externe, on en a parlé tout à l'heure. Donc en fait, la première chose à faire, le premier message de prévention, et on a tous un rôle à jouer là-dedans, c'est d'arrêter de rendre des images de parents parfaits, en fait. Moi, mes enfants, si je les prends en photo à la sortie de l'école, ce que je ne m'amuse pas à faire, hein, mais c'est pour l'exemple, elles vont avoir les cheveux jamais attachés, là, toujours en bataille, etc. Et c'est OK, c'est comme ça des enfants. Dans une maison où il y a des enfants, on sait que parfois, souvent, il y a de la vie, quoi. Que ce soit un ado ou un plus jeune, mais il va laisser traîner des choses. D'ailleurs, quel que soit son âge, et les adultes aussi, parfois une maison, sa vie. Alors oui, bien sûr, on peut aimer l'ordre et on sait que le désordre fait aussi partie des facteurs de risque. Mais
ça va nous donner une direction, mais pas des objectifs à atteindre. Plus on va réussir à se détacher des dictats en fait, de la parentalité parfaite, plus on va agir. Et donc vous, quand vous regardez les réseaux sociaux, et que vous postez une photo de vos enfants, ou que vous regardez et que ça vient vous piquer, parce que vous voyez justement vos amis qui ont posté les petits bricolages qu'elles ont fait avec leurs enfants pour la table de Noël, qui ont dit qu'elles avaient fait les goûters faits maison, etc., et que vous vous dites oh, mais, et moi je ne fais pas tout ça. Bah déjà, rappelez-vous que ça reste les réseaux sociaux. Rappelez-vous que chacun a son contexte et son environnement de vie. Et quelque chose que j'aime bien faire en conférence, pour porter ce message-là de prévention et presque de traitement, parce que même dans les situations où les patients arrivent avec un burn-out parental, ma première séance, elle est quasi consacrée que à ça, c'est leur faire comprendre de toutes les croyances en fait, desquelles ils sont imprégnés en termes de pression extérieure. Je vais vous raconter, moi, une anecdote personnelle. Et après, je vous ferai faire un mini-exercice où je vous demanderai juste de lever la main, vous verrez. En fait, ce que je veux transmettre, c'est que des moments de solitude dans son rôle de parent, on en a tous. Et là, je ne parle pas d'épuisement, je parle de la parentalité en général. Mes enfants sont dans une école où la garderie du mercredi après-midi s'organise. Vous voyez, on rassemble plusieurs écoles de village et on se rend dans une autre école avec un petit bus et tout ça. Et des horaires de fermeture différents de la garderie des autres jours. Jusque-là, tout va bien. Je fais mes consultations de psy. C'était il y a déjà des années. La plus jeune était encore à la crèche. Je vais chercher ma fille à la crèche. Je papote avec la puéricultrice. Tout va très bien. Je vais tranquillement pour rechercher la grande à l'école. Et j'avais oublié, vous savez quoi, qu'on était mercredi. Et donc, du coup, au lieu de papoter et de prendre tout mon temps, j'aurais dû en fait me presser pour être à l'heure dans cette garderie qui était en plus un peu plus loin que l'école où je vais d'habitude, tous les autres jours. Et donc, je reçois un coup de téléphone de mon conjoint qui me dit « T'as pas oublié quelque chose ?» Je sens que c'était tordu, hein, comme j'avais fait une bêtise. Alors là, tout de suite, je check, je dis « Mais non, je suis en train d'aller chercher la grande. » Et là, il me dit « On est mercredi. » Donc, je comprends hein, tout de suite ce qui se passe. Je lui demande de prévenir à la garderie, etc. Mais en fait, c'est la garderie qui lui avait téléphoné. Je roule bien. Et j'arrive à la garderie, mais vraiment toute mal, hein, gênée. Je m'excuse d'abord auprès de ma fille. Je dis « Désolée, ma chérie, je ne t'avais pas oublié. Je me suis trompée de jour, Et je dis à la dame « Pardon, vraiment, excusez-moi. » Et puis, je vois vraiment son non-verbal qui ne me rassure pas trop. Et je lui dis « Dites-moi que ça vous est déjà arrivé. » Et là, elle me répond un peu droite comme un i, comme ça, de toute ma carrière. Et elle n'avait pas l'air jeune. Jamais qu'elle me fait décomposition littérale de mon visage. Bon, je prends ma fille, etc. Mais je vous assure, j'étais pas bien. C'est ma petite qui était, je sais plus quel âge elle avait, 4-5 ans, un truc comme ça, qui me dit « T'inquiète pas, maman, il y a d'autres mamans qui se trompent de jour. » C'est quand même dommage que ce soit la petite de me rassurer. Et j'ai d'autres exemples comme ça, des parents que je croise dans les groupes d'accompagnement où le regard des professionnels est extrêmement important. Donc si vous êtes aussi un professionnel et que vous assistez à cette conférence aussi dans ce but-là, d'aider des parents autour de vous, sachez que chaque phrase qu'on dit en tant que professionnel peut influencer. Et donc je veille à dire à mes patients que je ne suis pas non plus une maman parfaite, que oui, ça m'arrive de crier aussi, et qu'on a beau avoir toutes les connaissances pédagogiques et du développement harmonieux, etc. Des fois, on met une punition, et d'ailleurs, on ne doit pas dire punition dans l'idéal, acte de réparation. Et donc, on met une punition et on se dit « Ouh, si mes patients me voyaient !» Ben oui, et en fait, c'est important de le dire. C'est important de dire ça, parce que je me souviens de cette dame qui... son bébé avait des problèmes sans doute de reflux, mais il cherchait à mettre un diagnostic à ce que ce bébé avait et pourquoi il pleurait autant, et il avait l'air d'être en souffrance. Et en fait, à la crèche, on lui a recommandé d'aller consulter un tel monsieur, ce monsieur-là, dans tel hôpital, truc machin. Et en fait, la maman et le papa, qui faisaient confiance à leur médecin, n'ont pas changé de médecin. Et le bébé continuait à aller mal. Et la puéricultrice a renvoyé « Bah oui, mais bon, en même temps, si vous n'allez pas voir la personne que je vous ai recommandée, venez pas vous plaindre, quoi. » Et donc, en renvoyant l'image que c'était des mauvais parents parce qu'ils n'avaient pas suivi le conseil. Et donc, là aussi, détachons-nous aussi de ce que les professionnels peuvent dire. On sait... Alors,
normalement, il y a plein de professionnels qui disent plein de chouettes choses. Hein. J'espère dire aussi plein de chouettes choses. Ce que je veux dire, c'est toujours aussi d'avoir cette part de confiance en vous aussi en tant que parent, de pouvoir sentir les choses et de discuter avec les professionnels. Mais il n'y a pas de professionnel parfait, comme il n'y a pas de parent parfait, comme il n'y a pas d'enfant parfait, en fait. Et ça, c'est hyper, hyper important à prendre comme message. Donc, c'est pour moi l'un des premiers messages de se détacher de toutes ces injonctions à la parentalité. Vous repenserez à moi quand vous mettrez un bon Disney à vous. Alors, je donne... c'est mon biais parce que mes enfants ont 5 et 9 ans, mais ça peut être d'autres choses pour si vous avez des plus grands enfants. Quand vous les mettrez devant un bon Disney et que vous mangerez des pop-corn, alors oui, c'est pas bon pour la ligne, pour le sucre, pour le truc, pour le machin, mais à un moment donné, si ça fait du bien à chacun de vous, si ça repose et que ça crée des moments de qualité et de relation entre vous et les enfants, c'est OK aussi. La télé, on fait attention, campagne de prévention contre les écrans, bien sûr, je suis 100% d'accord avec ça, mais soyons prudents, ne diabolisons pas non plus les choses, parce qu'à un moment donné, il ne faut pas vouloir tout bien faire. C'est un message important. Alors, sortir du burn-out, c'est déjà commencé. Alors avant, on verra qu'il peut y avoir des thérapies, il peut y avoir d'aller voir des professionnels, ce sera la dernière partie, mais il y a déjà, on peut soi-même intervenir en réduisant un certain nombre de stresseurs, hein, c'est ce que vous aviez commencé à aborder tout à l'heure, pour rééquilibrer la balance. Qu'est-ce qu'on peut faire donc déjà individuellement ? Alors, on va essayer de rééquilibrer la balance. Pour la rééquilibrer, il faut d'abord faire le point sur cette balance, où j'en suis. C'est quoi mes stresseurs? C'est quoi mes ressources? Et Madame demandait tout à l'heure sa question très juste, quand on trouve qu'on a trop peu de ressources, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'agir du côté des 2 plateaux. Parce qu'on va dire que les coachs ils vont avoir tendance à aller du côté des ressources. Et les psys vont peut-être avoir tendance, je fais des stéréotypes, mais aller du côté des stresseurs. Et en fait, dans ce genre de problématique, ce qui est important, c'est d'aller des 2 côtés. Si on s'intéresse au plateau des stresseurs, on va pouvoir peut-être essayer d'enlever carrément des stresseurs inutiles. Qu'est-ce que j'appelle un stresseur inutile? Pour avoir des exemples. Un truc caractéristique, c'est le nombre d'activités extrascolaires des enfants. C'est fou, j'ai des patients qui s'améliorent sur plein de choses, qui progressent, et je les attends arriver au mois d'août. Chaque mois d'août, je me dis, ça va refaire jaillir le petit côté perfectionniste des activités extrascolaires. J'ai des parents qui arrivent en me disant, oui, mais vous comprenez bien, Madame Guélier, la musique, c'est quand même super important, c'est avant tel âge, avant 6 ans, l'esprit créatif, etc., l'apprentissage des langues, et puis le sport collectif, c'est quand même super. Et en fait, à chaque fois, je leur dis, ah mais oui, c'est important, ah oui, c'est important. Je ne peux nier aucune évidence, tout est important. Mais en fait, si on prend tout comme important, et de nouveau qu'on essaye de combler tout ça, ça fait trop. Et les parents, ils sont là le lundi soir, là le mardi soir, là le mercredi soir, parce qu'en plus, quand ils ont plusieurs enfants, ça devient une course pas possible. Et donc, en fait, je ne critique absolument pas les activités extrascolaires qui sont super chouettes pour les enfants. Ça se discute avec l'enfant aussi, mais ça se discute aussi en fonction de soi et de sa propre organisation. Et donc, si on peut retirer le stress inutile de multitude d'activités extrascolaires, ça peut déjà être un point qui vient soulager. Par exemple, c'est un exemple où on peut diminuer le poids de certains stresseurs. Par exemple, si on sait que le moment des devoirs est particulièrement compliqué avec notre enfant, peut-être qu'on peut se dire que ce moment des devoirs, il va les passer, il va le faire à l'école ou il va le faire avec sa mamie tel jour. Ou, en fait, on peut être créatif et se dire, en fait, cibler certains moments difficiles qu'on va peut-être réorienter et diminuer en termes de quantité et de fréquence. C'est une autre piste. Et puis, évidemment, on va essayer d'agir aussi sur l'autre plateau, soit en renforçant le poids. Je vous ai parlé du poids de chaque facteur, en renforçant le poids des ressources. Comment on fait? Un exemple. Qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Il y en a plein. En déléguant aux conjoints et aux enfants eux-mêmes. Si on travaille l'autonomie avec eux, en Belgique, on fait, ça j'ai découvert ça dans la culture, parce que je suis française à la base. Mais après 18 ans en Belgique, c'est mort, j'ai pris l'accent. Mais donc, quand je suis arrivée là-bas, moi j'ai toujours mangé à la cantine en France quand j'étais petite. Et à la limite, manger des sandwichs tous les jours, ça aurait été de la malbouffe pour mes parents. Mais en Belgique, c'est culturel, c'est les tartines à midi. Donc ils ont tous leur boîte à tartines et leur petite gourde et tout ça. Et au début, j'étais un petit peu choquée. Maintenant, s'ils n'ont pas leur boîte à tartines, c'est moi qui vais être perturbée. Tout ça pour vous dire que
à un moment donné se dire, oui, mais je veux bien faire, le soir je prépare les vêtements, je prépare les boîtes à tartines, etc. Est-ce qu'à un moment donné, je ne peux pas mettre un peu d'énergie pour travailler avec eux, le fait de les autonomiser pour qu'ils fassent eux-mêmes leurs tartines, voilà, ça c'est une ressource qui est déjà au sein de ma famille, que je pourrais peut-être développer pour alléger un petit peu certaines choses pour moi. Voilà un exemple en développant l'autonomie de l'enfant, ou en déléguant effectivement à son conjoint, si il y en a un, certaines choses. Et puis, il y a le côté aussi ajouter des ressources qui ne sont pas encore existantes. On va venir rajouter des bons poids en fait sur cette balance. Un exemple de ça, je le trouve super chouette, c'est un papa qu'on accompagnait à l'université dans le cadre d'un burn-out parental, et il disait, mais moi, ce qui me manque le plus, c'est le temps avec ma femme, quoi. J'en peux plus, en fait, c'est tout le temps pour les gosses, quoi. Et quand on est ensemble, on fait que de parler des gosses. Et donc, eux, ce couple, dans leur balance, ils n'avaient pas comme ressource le fait d'avoir de la famille présente, pour différentes raisons que je n'expliquerai pas ici. Mais du coup, ils ne pouvaient pas laisser les enfants en garde, en fait. Et puis, c'est le papa tout seul, en brainstormant, en fait, avec le thérapeute, qui a eu l'idée. Il a dit, mais en fait, le thérapeute avait travaillé cette question de « vous n'êtes pas tout seul, il y a d'autres parents aussi, des fois, qui sont fatigués, etc. » Il s'est dit, oui, en fait, ça se trouve dans la classe de mes enfants. Il y a aussi des parents comme moi qui n'ont pas d'autres ressources. Est-ce que peut-être je pourrais peut-être leur demander ? Et donc, en fait, il a créé une petite grille, une forme de planning, où il a proposé dans la classe de son enfant, son fils aîné, et il proposait, en fait, il a mis 2 dates de week-end où il pouvait garder 2 enfants de la classe, peu importe lesquels, qui allaient venir chez eux, et du coup, ils allaient se retrouver 4 enfants à gérer, mais voilà, les enfants étaient super contents, ils allaient avoir des copains de la classe à la maison. Et en échange, 2 autres week-ends, on lui prenait ces 2 enfants. Et en fait, ça a marché du tonnerre, ce qui fait qu'ils ont même développé ça dans d'autres classes de cette école. Maintenant, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, c'est pas genre l'outil magique. Ce que je veux juste illustrer, c'est que dans cette école-là, ça a fonctionné. Ça pourrait foirer dans d'autres classes, ça dépend de plein de choses. Mais ici, il y a eu une nouvelle idée un peu plus créative qui est sortie de la tête de ce papa, qui l'a testée et qui a super bien fonctionné. Moi, indirectement, dans la classe de ma fille aînée, il y a une maman qui s'est proposée un jour en disant, voilà, elles sont 8 filles dans la classe, elles se suivent d'année en année, forcément. Quand il y a un anniversaire, elles sont forcément toutes invitées, c'est le groupe de 8. Tant mieux, comme ça, il n'y a pas d'exclus. Et en fait, elle dit, moi, c'est de la charge mentale pour moi à chaque fois d'aller acheter un cadeau, truc machin, ça revient souvent, etc. Elle a dit, je me propose là de faire un gros cadeau commun, c'est moi qui m'occupe de récolter les sous de tout le monde, et puis la fois prochaine, c'est pas moi. Et en fait, ça s'est mis en place. Je peux vous dire que c'est hyper confortable. On fait le petit virement comme ça. Enfin, voilà. C'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est quelqu'un d'autre qui connaît pas l'histoire du burn-out parental et tout ça, mais qui a réfléchi à la question de la charge mentale et qui a proposé en fait pour elle-même une nouvelle ressource où on a adhéré. Les autres mamans, d'ailleurs mon biais, les autres parents. Il n'y a pas que les mamans, mais généralement, il y avait beaucoup de mamans qui s'occupaient des cadeaux d'anniversaire des copines. Et les autres ont adhéré. Et en fait, ça a fait un soulagement. Donc voilà un autre exemple de comment on peut venir ajouter des ressources qui n'étaient pas encore présentes. Donc ça, c'est des solutions qu'on peut adapter individuellement, qu'on peut rechercher individuellement. Et puis, il y a possibilité également d'être accompagné, soit donc avec un thérapeute, soit individuellement, soit en couple, soit carrément aussi en groupe. Oui, parce qu'il y a des choses sur lesquelles on est pris avec nos émotions. Et donc, on va avoir plus de mal à travailler soi-même. Par exemple, travailler son perfectionnisme. Quand on est tout seul, on a déjà des fois même du mal à se rendre compte à quel point on peut être perfectionniste et exigeant envers nous-mêmes. Ou alors, on fait le constat. Oui, je suis perfectionniste, mais on ne sait pas spécialement par quel biais retirer en fait le perfectionnisme et comment s'en sortir. Et donc, ça peut être intéressant d'avoir un accompagnement pour même quelqu'un qui n'est pas spécialisé au burn-out parental, si vous ne l'êtes pas, mais qui peut déjà, sur cette notion de stress lié à la parentalité, vous aider à venir réguler cette balance pour des choses qui vont concerner des choses plus personnelles, plus émotionnelles, comme la gestion de vos émotions, le perfectionnisme, le fait d'être capable de demander de l'aide
Alors, capable de demander de l'aide, déléguer, clairement, c'est quelque chose dans les suivis, les accompagnements qu'on ne va pas proposer tout de suite parce qu'aller essayer de faire déléguer une tâche à quelqu'un qui est hyper perfectionniste, ça va le stresser en fait parce qu'il a besoin de garder le contrôle sur un certain nombre de choses. Et donc, on a des outils qui existent. Je peux vous en citer un, ça aidera peut-être les un peu plus perfectionnistes d'entre vous. Vous pouvez simplement faire un tableau à 4 entrées. Donc, vous mettez d'un côté... Si je maintiens mon perfectionnisme, qu'est-ce que j'y gagne, qu'est-ce que j'y perds? Donc ça veut dire si je reste comme ça, dans la situation actuelle. Bon, généralement, quand on fait le constat, qu'est-ce que j'y gagne? J'y gagne que je garde le contrôle sur les choses, je suis sûre que c'est bien fait. C'est des choses comme ça qui vont ressortir. Qu'est-ce que j'y perds? Ça me stresse et je suis fatiguée, je commence à fatiguer de m'occuper de tout ça. Je vous dis un peu des phrases stéréotypées. Et de l'autre côté, si je réduis mon perfectionnisme, qu'est-ce que j'y gagne, qu'est-ce que j'y perds? J'insiste sur le mot réduire le perfectionnisme et pas essayer de le retirer. Déjà parce que le perfectionnisme, il n'y a pas tout acheté dans le perfectionnisme. Ça fait de vous des gens qui vont peut-être aller jusqu'au bout des choses, qui veulent bien faire les choses. Et le perfectionnisme peut tout à fait être utile en fait. Puis ça fait partie de votre personnalité. Donc si on vous enlève le perfectionnisme, on vous transforme, c'est plus vous. Il n'y a pas d'intérêt. Et ça va être stressant même. Donc c'est vraiment réduire. Le perfectionnisme, on s'y attaque petit bout par petit bout. Et pour vous citer un exemple de qu'est-ce que j'y gagne, qu'est-ce que j'y perds, il y a une maman qui m'a dit, voilà, pour moi, le domaine de l'alimentation, c'est super important, qu'elle me dit. Mais elle dit, je me rends bien compte que mes grands, ils grandissent et ils commencent à réclamer d'autres choses, plus des aliments... frites, pita, des trucs un peu plus gras et tout ça. Et elle dit, moi, ça ne me va pas. En fait, il y a une lutte à chaque fois par rapport à ça. Mais en même temps, je m'épuise à aller chercher les bons produits dans les magasins, à la ferme, etc. Et pour tout, qu'ils aient tout équilibré, etc. Et quand je lui dis, OK, ça serait quoi une manière de réduire votre perfectionnisme à ce moment-là? Qu'est-ce que vous pourriez faire comme petite action qui pourrait être tolérable pour vous? Et on va réfléchir à ce que vous y gagneriez, à ce que vous y perdriez. Et donc, elle se dit, bon, et si le vendredi soir, par exemple, j'autorisais un menu, comme on dit en Belgique, une crasse. Donc une crasse, c'est un truc bien gras, pas très très bon pour la santé, mais généralement très bon au goût, malheureusement. Et donc, elle dit, bon, si je fais un repas crasse le vendredi soir, ok, qu'est-ce que j'y gagne, qu'est-ce que j'y perds? C'est important de voir ce qu'on y perd quand même. Donc elle se dit, j'y perds le fait que peut-être mes enfants ne vont plus être en bonne santé parce qu'ils mangent plus gras, plus salé, moins équilibré. Donc, c'est important. Elle le note dans ses phrases. Et puis, qu'est-ce que j'y gagne? En fait, beaucoup d'énergie parce que je me rends compte que le vendredi soir, faire à manger, j'ai ma semaine dans les jambes, c'est compliqué, etc. Et donc, j'ai l'impression quand même que ça me soulagerait de ne pas avoir à faire à manger. Ok. Elle fait un certain nombre, j'oublie des choses ici quand je vous cite l'exemple, mais elle remplit son tableau sur les 4 colonnes. Et puis évidemment, l'idée juste après, c'est de se dire, ok, si ça vous semble possible pour vous, testez, expérimentez. Et alors elle essaye, et elle se rend compte que il y a des choses qui se produisent dans ce qu'elle avait anticipé, mais il y a même des choses qu'elle n'avait pas prévues, notamment le fait que ses grands-enfants, ses ados, tellement boostés par ce moment de qualité le vendredi soir qu'en fait, ils ne passaient pas juste le repas crasse avec les parents. Après, ils restaient avec leurs parents et ils aimaient bien regarder un film. Et en fait, ils profitaient de l'entièreté de la soirée. Et donc, le vendredi soir est devenu un moment retrouvailles parents-enfants. Et ça, elle ne l'avait même pas vu arriver, en fait. Et elle m'a dit, mes enfants, ils vous adorent. Je dis, c'est pas moi, c'est vous. C'est vous qui avez mis ça en place. Et puis, ça évoluera peut-être. Et puis, vous y reviendrez peut-être. Et c'est pas grave. Et puis, si on se rend compte en établissant ces colonnes qu'en fait, on a plus à y perdre, ça nous fait trop peur. Il y a une maman qui fait l'exercice avec l'habillement de ses enfants. Elle préparait les vêtements pour ses enfants. Et elle dit, je pourrais peut-être déléguer à mon mari. Et puis, elle fait toutes les colonnes. Elle dit, non. Ça me fait trop mal au ventre, en fait. Je peux pas. La dernière fois qu'il l'a habillé, il lui a mis un pantalon vert avec un pull vert. On aurait dit un poireau. On a dû se moquer de lui à l'école. Et c'était pas tolérable pour elle. Et donc, si cet exemple-là, en fait, elle se rend compte que ça va pas, c'est trop de stress, ok, c'est pas grave. C'est pas à nous de juger, parce que ça, c'est hyper subjectif. C'est pas à nous de juger, en fait. Si c'est pas ok pour elle, c'est pas par ça qu'elle commence. Pourquoi? Parce que si vous essayez de réduire le perfectionnisme sur un sujet qui vient trop vous toucher, ça va vous mettre en échec, en fait. Puis après, vous allez vous dire, non, de toute façon, ça ne marche pas. Non, simplement, on ne commence pas par un truc qui vient trop vous toucher. Par contre, si vous essayez par petits bouts,
des trucs où vous voyez que du coup c'est viable et ça fonctionne, ça vous encouragera encore un peu plus à essayer d'arrondir les angles pour un petit truc ou pour l'autre. Et en fait, c'est ça, travailler le lâcher-prise, tout petit bout par tout petit bout, en essayant de se dire que, de nouveau, on ne va pas tout enlever, on n'enlèvera jamais tout. D'accord. Et on peut donc commencer à faire le tableau à la règle si on est perfectionniste, et puis après on peut lâcher et le faire Mais à main levée, bien évidemment. Quand je demande une ligne de temps aux patients pour essayer de voir un petit peu comment ça évolue, etc., rien que, même pas le contenu, ceux qui m'ont fait des petites couleurs et qui ont mis les événements positifs au-dessus d'une certaine couleur et ceux en dessous d'une autre couleur, ça je me dis, je pense que nous aurons quelques séances sur le perfectionnisme. Allez, avant de prendre encore quelques questions avec le public, vous avez quelques petites références bibliographiques à nous proposer, quelques lectures sur le burn-out parental. Oui, alors je vous ai amené les livres de mes collègues. Sachez que j'ai pas de commission dessus, donc c'est pas pour ça. Donc il y a un livre qui est plus accessible pour les parents qui s'appelle Le burn-out parental, l'éviter et s'en sortir. Je vous le laisserai ici à disposition pour que vous regardiez, parce que si je vous dis les noms, il y a ma collègue Madame Roskam, qui est super connue dans le secteur, avec ma collègue Madame Moira Mikolajczak. Mais là, je suis sûre que vous n'allez pas savoir l'écrire. Donc, voilà. Donc ce livre-là, en fait, il y a une nouvelle édition maintenant, puisqu'il est nourri par les études scientifiques. Et vu que je vous l'ai dit, on a des nouvelles données régulièrement. Ils ont fait une nouvelle édition que moi, je n'ai pas encore achetée. Mais qui permet d'avoir le questionnaire dedans, qui permet d'expliquer les symptômes, il y a des témoignages. Donc c'est un chouette ouvrage accessible en fait pour les parents, pour mieux comprendre le burn-out parental. Et puis alors j'ai 2 ouvrages ici, pour les professionnels. D'abord le burn-out parental, comprendre, diagnostiquer et prendre en charge, des mêmes auteurs, qui vont expliquer justement toutes les nuances au niveau des facteurs de risque, etc. Donc là, c'est vraiment beaucoup plus nourri avec les études. Et le livre « Comment traiter le burn-out parental » avec plein d'outils, en fait, sur le perfectionnisme, sur les pratiques éducatives, comment choisir ses combats, comment travailler la communication non violente au sein des couples. Il y a plein d'outils qui sont en fait les outils du programme de prise en charge qu'on a développé au sein de l'université et qu'on a testé sur des centaines de parents, et on a vu que c'était hyper utile, que ça baissait considérablement les symptômes de burn-out parental, de recevoir cet accompagnement-là avec ces outils-là. Et en fait, ça baisse plus ou moins presque de 40% les symptômes. Et ce n'est pas qu'une baisse statistique, c'est-à-dire que par rapport au questionnaire pour évaluer le burn-out parental, il y a des parents qui remplissaient qu'ils avaient certains symptômes tous les jours, et en fait, ça passe à 1 fois par mois. Alors oui, c'est encore présent, mais 1 fois par mois, ça ne joue pas du tout pareil sur le quotidien. Et donc voilà, ça c'est quelques références. Vous avez aussi une bande dessinée qui est super bien faite pour les parents. Donc l'auteur c'est Sevany avec un C, Cevany, une petite bande dessinée qui s'appelle Maman, 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 #Maman épuisée. Voilà, ça c'est une autre manière, une autre littérature bande dessinée qui est plus ludique. Et surtout le site que j'avais envie de vous transmettre, c'est www.burnoutparental.com, sans tiret, burnoutparental.com, où là vous avez un onglet pour les parents, un autre pour les professionnels, un autre pour les chercheurs. Donc en fonction de ce que vous avez envie, vous pouvez trouver toute une littérature avec des articles accessibles gratuitement en anglais et en français si la recherche vous intéresse. Vous avez aussi, si vous êtes parent, une carte interactive des gens qui ont été formés. Donc ça c'est quand même super intéressant. Et vous avez aussi les symptômes, les témoignages et l'accès au questionnaire PBA en ligne. Voilà. Quand je vous entends dire maman, 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 ça me rappelle, je sais pas, vous connaissez le sketch d'Anne Romanoff, des parents qui sont couchés? Je le fais très rapidement parce que j'ai évidemment pas le talent d'Anne Romanoff, mais c'est les 2 parents sont couchés et puis on entend l'enfant qui crie maman, 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 maman. Alors bon, la maman se réveille et va voir le petit enfant. Je sais plus quel est le problème. Maman, j'ai fait un cauchemar. Voilà. Bon, mais t'inquiète pas, ma chérie, tout va bien. Mais bon, la prochaine fois, s'il te plaît, sois gentille, tu appelles papa. Et donc elle retourne se coucher. Et puis tout d'un coup, 5 minutes après, on entend « Papa, 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 papa !» Alors elle dit « Hé, il t'appelle. Papa, papa, papa !» Il y va et la gamine lui dit « Papa, va chercher maman, s'il te plaît. » Allez, est-ce qu'il y a des questions? Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, des échanges? Oui, avec Elsa. Merci. Déjà, je vais être obligée de faire un petit coup de pub pour le réseau des mamans, autrement ma voisine ne va pas me lâcher. Donc, on a un dispositif, et ma question est en lien avec ça. Donc, on a un dispositif qui pourrait
lutter contre l'individualisme, en tout cas essayer de faire qu'on soit dans une société un peu moins individualiste. Aujourd'hui, sur Sartrouville, pour le coup, au-delà de ce réseau qui est assez formidable, et donc pour celles qui ne connaissent pas, ce sont des mamans qui aident d'autres mamans et qui leur racontent exactement le type d'histoire qu'on a entendu ce soir. Et ça fait vraiment beaucoup de bien. Surtout quand on se retrouve et qu'on se dit « Ah, mais je suis passée par là. Ah non, mais attends, tu vas voir, ça va bien se passer. » Ils ont grandi, ils ont survécu, et oui, je leur ai crié dessus, et ils vont bien. C'est pas le moment parentalité que je préfère, mais ça se passe bien. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui à l'échelle individuelle, pour le coup, mais aussi avec l'école, le groupe de copines, les gens autour de nous, pour dépasser un peu cet individualisme qui manifestement est une des causes, en tout cas est un facteur de risque du burn-out parental. D'abord en parlant, en démystifiant le côté parentalité parfaite, c'est ce que vous dites là. Quand il y a un échange et qu'on entend de quelqu'un d'autre, « Ouais, non mais tu sais, moi aussi j'ai crié », déjà ça fait beaucoup de bien, rien que ça, en fait, de faire circuler cette parole. Ça, c'est hyper important. Et puis à l'échelle individuelle, c'est aussi proposer les ressources peut-être aux autres. Quand je parlais d'ajouter des ressources déjà existantes, finalement, avec ce brainstorming-là, on peut créer plein d'initiatives plus collectives, en fait. Alors, soit grâce à des professionnels comme vous, et encore faut-il que les parents sachent que ça existe. Donc, vous avez bien fait de citer... Ah, c'est pas professionnel. D'accord. D'accord. Voilà. Alors, c'est Julie Dehan qui... Donc, oui. on est des mamans de Sartreville. L'idée du réseau, initialement, Emmanuelle pourra vous en parler longuement parce qu'elle est à l'initiative de ce réseau avec d'autres mamans. C'est vraiment quand on devient maman à Sartrouville ou quand on est maman et qu'on emménage à Sartrouville, l'occasion de rencontrer, d'échanger autour. Alors c'était à l'origine aussi au moment où quand on devient maman, on se retrouve toute seule, on est avec son bébé dans les bras. On vous a laissé sortir de la maternité. Enfin, moi, je me souviens, ils m'ont pas fait signer de décharge quand ils m'ont fait sortir de la maternité. J'étais inquiète. Ils m'ont dit voilà, vous pouvez y aller, mais on signe rien là, il y a rien, c'est tout bon. Et donc c'est des mamans bénévoles qui sont formées pour animer des ateliers. Et donc, vous avez tous vos flyers, là, tout est disponible pour celles qui n'en ont pas entendu parler ou pour celles qui ont des copines qui auraient besoin du réseau. Venez à 2, venez à 3. On a des ateliers qui sont ouverts sur la vie de famille. On a un atelier formidable qui s'appelle « Maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» qui a permis à mes enfants d'éviter Picard tous les jours de la semaine. C'est-à-dire que maintenant, c'est Picard un jour sur 2. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave, c'est déjà vachement mieux. Et voilà, il y a un petit film que vous avez vu qui donne les témoignages. On est toutes bénévoles, pour le coup. C'est peut-être, on a après le relais de toutes les professionnels de Sartrouville s'il y a besoin de tous les réseaux. Mais pour le coup, je ne suis pas sûre qu'ils soient suffisamment connus. Je ne suis pas sûre qu'on continue suffisamment à en parler. On a fêté les 10 ans il y a 2 ans en pleine Covid, donc ce n'était pas forcément facile d'animer. Je pense qu'il y a plein de mamans qui ont besoin d'en entendre parler. Vous avez vu des témoignages. Donc, continuons à faire connaître ce dispositif qui existe, qui est gratuit, qui est porté par la mairie, qui nous accompagne dans nos formations. Donc, Merci beaucoup. Mon quiproquo par rapport au côté professionnel, c'est que par expérience, vu que dans l'équipe, c'est surtout moi qui ai la casquette de faire les kilomètres vers la France, sans doute parce que j'en profite quelquefois pour aller voir ma famille aussi. Mais je vais dans plein de villes et où il y a même des initiatives, même par les professionnels, des initiatives comme la vôtre qui n'existent même pas. Je vais taire la dernière ville dans laquelle je me suis rendue, où il y a un collectif qui essaye de faire des choses, mais alors il avance hyper petit bout par petit bout. Mais c'est bien, il y a déjà l'intention, mais en fait, il y a un vrai manque sur ce territoire-là de choses qui se développent, et donc tant mieux. En fait, vous faites des choses que même certains professionnels ne font pas dans certaines villes. Donc c'est super chouette. Enfin, voilà, bravo pour votre initiative. On a les images d'ailleurs qui défilent derrière nous puisque Nicolas les a envoyées. Voilà, donc c'est très chouette qu'il y ait des choses comme ça qui existent. J'ai vu aussi qu'il y avait des choses avec des professionnels dans la ville. Donc on voit que c'est une ville qui bouge. Je le disais au début, mais je l'ai vraiment ressenti en arrivant parce que vraiment par expérience, tous les habitants n'ont pas cette chance-là d'avoir comme ça des initiatives de bénévoles ou de professionnels qui existent. Et je pense que c'est vraiment très, très précieux. Et effectivement, ça a le mérite d'être connu parce que ça sort d'une situation d'isolement dans la parentalité. Ça déconstruit les mythes autour de la parentalité parfaite, vous l'avez très bien dit. Et donc déjà, on est dans les messages de prévention que j'essaye de transmettre ici.
Voilà. Mais après, on s'est éloigné de la question. J'espère qu'on y a répondu quand même. Voilà. On va prendre une question ici, monsieur. J'en profite d'ailleurs pour vous dire également qu'à partir du 24 octobre, vous pourrez retrouver l'intégralité des conférences du Forum de la Famille sur le site, sur la chaîne YouTube de la ville de Sartrouville. C'est Ville de Sartrouville et ça se trouvera dans la playlist Famille. Monsieur, pour votre question. Alors moi, j'avais une question. En fait, lorsque notre fils est né il y a environ 25 ans, j'avais pas connaissance, ni ma femme, on ne recherchait pas spécialement de littérature ni de bouquins autour de la parentalité. On n'a pas eu la chance d'avoir des ressources externes puisque mes beaux-parents n'étaient plus là malheureusement et il n'y avait pas d'autre aide de l'autre côté, donc du coup on s'est retrouvés quand même assez isolés. Et à un moment donné, j'ai entendu parler de ce fameux bouquin où il disait tout se joue avant 7 ans, ou je sais plus, ou 6 ans, je sais pas quoi. Et en fait, notre fils avait 6 ans et demi. Et je me suis dit, il me reste 6 mois pour faire de lui quelqu'un de parfait. Alors du coup, j'ai vite acheté le bouquin, j'ai commencé à lire le truc. Il fallait de la motricité avant l'âge de 3 ans, acheter des filets, je ne sais trop quoi. Et effectivement, toutes ces recherches scientifiques qui étaient tout d'un coup balancées dans un bouquin de 200 pages, qui était, enfin, pour moi, énorme, je me suis dit, mais comment on fait ? Et à un moment donné, j'ai refermé le bouquin et je me suis dit, non, en fait, fais-toi confiance et fais confiance à ta femme, parce que de toute façon, dans tous les cas, on ne pourra jamais être parfait, même si, pour ma part, j'ai une grosse tendance au perfectionnisme. Et donc, ma question, elle vient aujourd'hui parce que depuis ces 25 ans, il y a eu pléthore de livres et les parents peuvent se retrouver avec 400 références à la seconde disant l'éducation positive, enfin tout un tas de choses comme ceci, avec des choses qui sont de très bonne qualité comme des choses qui peuvent être complètement stressantes. Et ma question, c'est est-ce qu'il y aurait une solution finalement pour revenir à quelque chose qui a été détruit au fil des années, qui a été complètement abîmé et qui ont fait que, là on parle des femmes puisque ce sont les mamans, qui ont fait que les mamans ont perdu confiance en elles dans la mesure où elles n'ont même plus confiance en leur propre instinct et leur propre intuition. Comment faire pour finalement faire en sorte que ces mamans et ces papas se retrouvent à faire un petit peu plus confiance à leur instinct et leur intuition, et aussi évidemment au retour d'expérience de Réseau des mamans que nous personnellement on trouve vraiment complètement génial, parce que là ce sont des retours d'expérience de terrain avec des gens qui vivent au quotidien et qui le disent elles-mêmes, elles ne sont pas parfaites, mais c'est ça qui fait d'elles des gens parfaits justement. Voilà. On est parfaitement imparfait. Voilà, exactement. Donc la question c'était, est-ce qu'il y aurait finalement des solutions pour revenir à l'instinct, à l'intuition et au partage finalement, voilà. Pour moi, la seule ressource possible pour ça, parce que là on vient toucher à quelque chose de sociétal en fait, donc c'est d'informer. Donc je dis nous, je parle au nom du service universitaire dans lequel je travaille et du groupe, nous sommes 4 collègues détachés du service universitaire à essayer de faire rayonner en fait les connaissances sur ce sujet-là, etc., à notre petite échelle, avec les conférences, avec les formations professionnelles, avec les ouvrages, d'autres ouvrages qui vont venir justement un peu contrecarrer ce côté recherche de perfection. On essaye d'aller lutter contre ça, mais c'est une parole contre des centaines et des milliers d'ouvrages dont on parle. Donc en fait, on espère réussir à déconstruire des croyances, mais ça va prendre du temps, et plus le message sera porté, et porté aussi par les individus en tant que tels, et les humoristes, et les gens qui ont plus de portée de voix, on va dire ça comme ça, plus ça rayonnera, en sachant que je suis psychologue moi-même, et je l'ai dit, les bonnes pratiques, je ne les jette pas à la poubelle. Je trouve ça très intéressant, tout ce qu'on dit, et dans le livre, dans les méthodes, les 1000 premiers jours, dans la parentalité positive, etc. Il y a plein de bonnes choses à prendre. Ce que j'aime amener, c'est la notion de curseur, de nuance, en fait. Et dès qu'on aura compris ça, ça aidera. J'interviens aussi, je suis professeure à l'université dans le certificat universitaire pour les coachs. Donc des gens qui vont devenir coach. Et en fait, je leur ai demandé de regarder un reportage qui est sorti il y a vraiment pas longtemps sur Arte, il y a quelques semaines, sur, je ne sais plus comment ça s'appelle, la tyrannie du bonheur. Où en fait, de nouveau, là, en termes de développement personnel, on ne parle même pas de parentalité, mais on est de nouveau dans un truc de, allez, on vend du bonheur, il faut à tout prix être heureux, c'est de votre responsabilité d'être heureux, etc.
hop, les gens... Enfin, oui, évidemment, on tend vers ça. Ça doit être une direction, comme je le disais tout à l'heure, mais pas un objectif à atteindre, parce que sinon, on se met un niveau de pression pas possible, en fait. Et puis, avec toutes les dérives que ça a, des professionnels qui vendent aussi des services par rapport à ça. Donc, en fait, notre rôle, il est individuellement de pouvoir faire rayonner ce message-là. Et puis, des professionnels comme nous, on essaye de faire rayonner un peu plus grâce à vous, à votre présence ici. Et donc, merci aussi aux organisateurs d'avoir choisi ce thème pour pouvoir mieux le faire connaître. C'est grâce à ça qu'on aidera encore plus de parents, en fait. Et vous pouvez, en le disant à vos nièces, à vos petits-enfants, à vos enfants, à vos filles, à vos fils, etc., vous pouvez en fait aider à déconstruire ça. Mais bon, à nos échelles, le petit colibri qui fait sa part. Alors, d'autres questions? Oui, madame? Attendez, on vous apporte le micro. Et les professionnels aussi, voilà, bien sûr, qu'ils ont leur rôle à jouer. Oui. Perfectionniste, il y a aussi les professionnels. Quand tu vas voir ton pédiatre et qu'il te dit quoi, il a fait 5 kilos, il fait pas ses nuits, tu as l'impression d'être une mère horrible qui ne laisse pas faire ses nuits. Vous allaitez encore, vous n'allaitez plus. Enfin, on a par les professionnels, vous en parliez tout à l'heure, des fois on a des injonctions, tu fais... Oui, les sages-femmes par rapport à l'allaitement. Et le fait d'en parler avec d'autres mères qui disent non, je te rassure, moi je lui mens. Ah, ça va alors, c'est bon. Ça va beaucoup mieux. Mais, franchement, j'ai menti dès le deuxième. Hein. Quand on forme les professionnels... Ils ont tous fait leur nuit super bien, selon moi, pédiatre. Mais pas moi, en vrai. Heureusement, tous les professionnels ne sont pas comme ça. Moi, je suis une pédiatre. J'avais diffusé sur ma page Facebook professionnelle un message d'une pédiatre qui avait dit « Je suis pédiatre et ma fille est en train de prendre des fraises trempées dans un truc dans du bouillon de légumes, du bouillon de viande ou un truc un peu n'importe quoi. Et c'était OK, quoi. Et je trouvais ça génial que la fille s'identifie en tant que disant et voilà, et je suis pédiatre, est-ce que c'est grave, quoi? On n'est pas parfait. Mais clairement, ça va dépendre des sensibilités individuelles. Quand on forme les professionnels de première ligne, je vous assure que des fois, j'ai mal au ventre, quoi. On se rend compte que dans une équipe, il y a des gens avec des croyances sur la parentalité. Alors, on fait ce qu'on peut sur les quelques jours de formation qu'on a avec eux pour leur amener un petit peu cette nuance pour qu'eux-mêmes puissent éviter d'amener des injonctions trop compliquées pour les parents en face d'eux. Mais ils ont un rôle à jouer, c'est sûr. Allez, il est 19h, c'est donc le temps... si, on prend une dernière question. Question ou témoignage? Oui, une question, vous aviez parlé lors du burn-out parental sur celui des papas. Et je trouve qu'en plus, quand ça touche le papa, ça touche aussi la maman qui, en plus de gérer ses enfants, elle-même, elle doit aussi gérer ce burn-out-là. Souvent dans le réseau, c'est pas pour reparler du réseau, mais on nous demande pourquoi vous n'incluez pas les papas. Donc on a une réponse par rapport à ça, etc. Et en même temps, je vois, si je parle par exemple de mon conjoint, je trouve qu'il gagnerait à gagner de sa propre expérience pour justement rassurer d'autres papas, sauf qu'il me dit, moi, j'ai pas besoin d'en parler, je suis pas là-dedans. Et c'est vrai qu'on voit que c'est peut-être moins un sujet masculin d'échanger entre soi qu'un sujet féminin, enfin, sans vouloir trop généraliser, puisque ça dépend des uns et des autres. Mais c'est vrai que quand on me demande pourquoi vous n'incluez pas les papas, je regarde aujourd'hui, c'est ouvert à tous les parents. Clairement, il n'y a pas beaucoup de papas. Voilà. Il y a moins de demandes, en fait. Et du coup, je me dis comment aider du coup les papas? Quel biais est-ce que vous avez rencontré du coup dans le cadre du coup de vos patients? Quels sont les ressorts qu'on peut mettre en place aussi pour eux? Ce dont ils ont besoin? Quel type de structure sera adapté pour eux? Est-ce que c'est l'équivalent? Est-ce que si on essaie de pousser un réseau des papas, ça fonctionnera? Enfin voilà, est-ce que vous avez des retours d'expérience de systèmes qui fonctionnent? Alors clairement, c'est un constat qu'on fait aussi dans les conférences, mais aussi dans les groupes d'accompagnement. Quand on avait, je ne sais plus, j'ai plus le chiffre en tête, mais je pense qu'on approchait des 1000 parents dans le groupe qu'on avait testé au niveau de l'université. Il y a des groupes où il n'y avait pas de papa, il y a des groupes où il y en avait un sur 12 ou 13, parfois 2, mais rarement plus. Donc il y a cette question de la demande, il y a cette question aussi des croyances personnelles et sociétales qui disent qu'un homme, un homme c'est fort, un homme ça pleure pas, un homme ça craque pas, etc. Là on vient de nouveau lutter, enfin, pour moi c'est de nouveau l'information qui va être le meilleur outil de communication. Si vous essayez de lancer un café des papas, enfin un truc, va falloir super bien communiquer et peut-être utiliser d'autres mots. Parce que si on parle trop de souffrance, de mal-être, de besoin d'échanger, etc., on va à l'encontre de certains stéréotypes de genre, en fait. Donc, le mieux, c'est de leur poser la question à eux, en fait, je crois, de voir ce qui leur correspondrait, de passer peut-être par le biais d'une activité. Ou alors ce que nous, on a fait, et on s'en est rendu compte, c'est que j'ai des papas qui accompagnaient leur maman...
Non, alors là, c'est trop facile. Ça. Là, j'ai bien senti le lapsus révélateur. Qui accompagnait les mamans, donc leurs compagnes, aux conférences, et qui en fait se reconnaissaient aussi. C'est-à-dire qu'il y a parfois, donc on n'a pas observé au niveau des données scientifiques d'effets de propagation, de contagion, on va dire ça comme ça, même si on sait que ça peut devenir plus difficile pour l'autre parent, que ce soit la maman qui est touchée ou le papa, parce que forcément, ça vient jouer sur d'autres choses. Vous l'avez dit, ça, voilà, en termes de conséquences. Mais c'est parfois, oui, parce qu'ils sont là, qu'ils assistent à l'information, qu'ils se disent, en fait, moi, c'est pas si terrible que ça non plus, en fait. Ce qui fait que j'ai déjà eu des demandes où je proposais aux gens pour le suivi de venir à 2, en couple. Et donc les outils, je les proposais en couple, réfléchir au perfectionnisme, etc., en leur précisant bien, comme dans les groupes d'ailleurs, que certains outils allaient plus les toucher que d'autres, que leurs partenaires allaient peut-être plus avoir envie de passer du temps sur tel outil et eux plus sur un autre, c'était logique, mais qu'ils allaient pouvoir comme ça échanger en fait sur les outils et progresser ensemble et se comprendre aussi, surtout se comprendre et du coup mieux se soutenir. Et ça, c'est super important quand il y a un papa, je baisse mon regard comme ça pour ne viser personne, mais quand il y a un papa qui est là et qui accompagne une maman qui se sent peut-être plus en souffrance, c'est déjà une ressource en fait dans la balance, parce qu'au moins ça veut dire que le soutien émotionnel il est là et se sentir compris c'est déjà quelque chose de précieux. Et inversement, quand c'est un papa qui est concerné et qui va peut-être le montrer avec des symptômes, allez, je vais rentrer dans le stéréotype, mais un peu plus de colère plutôt que de tristesse, mais se sentir compris c'est hyper important. Donc généralement, on les touche via les compagnes, en fait. On glisse le livre, je dis aux dames, glissez le livre sur la table de nuit, laissez-le ouvert, ou des trucs comme ça, quoi. Au cas où le regard traîne. Merci beaucoup, Elsa, d'avoir été avec nous. Merci Merci beaucoup pour cette conférence.